1998, pendant que tout le monde rêve de piloter une Ferrari dans Gran Turismo ou massacrer des démons dans Doom, un ovni débarque sur PS1 et PC. Un jeu où tu incarnes un flic dans un mecha qui se transforme en tank. Oui, c'était ça, Future Cop, LAPD, le multijoueur de ce jeu était incroyable. Un jeu avec des explosions, des robots, une ville futuriste rongée par le crime et une ambiance à mi-chemin entre Blade Runner et Robocop, le tout développé par Electronic Arts avant qu'il devienne une machine à microtransactions. Mais est-ce que Future Cop était un simple défouloir pixelisé ou une pépite sous-côté qui a jeté les bases de plein de concepts qu'on va retrouver 10 ans plus tard dans un jeu vidéo moderne? Spoiler, c'est peut-être un ancêtre oublié du MOBA. Ouais, juste ça, accroche-toi. Future Cop, c'est 2 jeux en un. Crime War, une campagne solo ou un coop en écran splitté, Respect éternel, où tu nettoies Los Angeles avec cette artillerie de malades, et Precinct Assault, ce multijoueur en local, en 1 contre 1, ce mode stratégique où tu captures des bases, construis des unités et affrontes une IA qui veut t'écraser. Un peu comme si Mesh Warrior avait couché avec StarCraft pendant un épisode de X-Files. Et c'est pas une blague, le gameplay en vue isométrique tellement fluide pour l'époque, tu passes à 2 robots bipèdes lourdement armés à un tank glissant à la vitesse de la lumière. Chaque arme a son feeling, chaque niveau a ses pièges et il y a une vraie montée en puissance qui rend accro, et ce mode stratégique où tu captures des bases, construis des unités et affrontes une IA en 1 contre 1, j'ai passé des heures, c'était génial. Le jeu est dur, mais juste. Pas de checkpoint toutes les 10 mètres, tu dois apprendre à lire les patterns, gérer ton énergie, prioriser les ennemis. Et le plus ouf, ce fameux mode justement, Precinct Assault, qui préfigure League of Legends ou Dota. Tu construis ta base, tu gères tes ressources, et tu pousses ton armée vers le cœur de l'ennemi. À l'époque, personne ne faisait ça dans un jeu d'action. Il y a un vrai sens de la stratégie, et des combats de boss à la mise en scène hyper stylés. Le level design bourré de raccourcis, d'embranchements, d'ennemis variés. C'est pas juste du shoot bête et méchant, vous pouviez invoquer des tanks, invoquer des hélicos, c'était très compliqué, c'était très cool. Et t'es dans un LA dystopique en 2098 où la criminalité a atteint un tel niveau qu'on t'envoie toi, un genre de Robocop géant, faire le ménage à coups de missiles à tête chercheuse. Les voix sont ultra riches, ultra clichés, les dialogues sentent bon les séries B futuristes, mais putain, tellement de charme, tellement d'ambiance entre la BO électro, les lumières néons et les niveaux qui allaient des bidonvilles aux bases lunaires. T'étais plongé dans un futur si crade et si jouissif. C'est comme si on avait mélangé Syndicate Wars pour la tactique cyberpunk, Warhammer pour le bourrinage, Twisted Metal pour la délire et la destruction totale, et un zeste de Halo Wars avant même que ce Halo existe. Mais avec une DA kitsch, 100% série Z assumée, et c'est pour ça qu'on l'aime. Future Cop LAPD, c'est pas juste un jeu de PS5 que tu ressortiras pour la nostalgie, c'était une vraie leçon de game design, c'était un jeu en avance sur son temps, beaucoup trop, qui mérite qu'on le redécouvre aujourd'hui. Que tu sois fan de mecha, de stratégie ou de bons jeux solo à l'ancienne, t'as aucune excuse pour pas y jouer. Et si t'as envie de briser des robots avec du bon gros son électro et un flingue qui fait trembler les murs, bah bienvenue dans Imaginez la patrouille. un monde au bord de l'apocalypse nucléaire, mais au lieu d'y survivre, on vous donne les clés du chaos. Bienvenue dans Wargame Defcon 1, le jeu PS1 qui vous permettait d'éviter la fin du monde ou de l'accélérer avec style. Et pourtant, personne ne s'en souvient pourquoi moi c'était un de mes jeux d'enfance. Sorti en 99, Wargame Defcon 1, l'adaptation surprise d'un film de 1983 avec Matthew Broderick, un teen hacker qui manque de lancer une guerre mondiale en piratant un super ordinateur militaire. Oui, ce pitch a existé avant les influenceurs et les VPN. Ce jeu disparu de mon enfance. Mais là où on attendait un simple jeu de stratégie ennuyeux, pour les fans de réplique, un peu à l'ancienne, Wargame Defcon 1 dégaine une proposition complètement schizo et improbable. Un STR tactique isométrique sur PC et PS1, un jeu d'action nerveux à la Metal Slug sur PS1. Et les deux sont excellents, enfin presque. La version PS1, la plus connue, vous met aux commandes d'unités blindées futuristes dans des missions à la difficulté calibrée comme un vieux Command & Conquer. Vous contrôlez chars, motos, hélicos, tanks araignées, oui, et vous passez votre temps à switcher entre les unités pour faire exploser les lignes ennemies façon micro-gestionnaire sans pitié. Gameplay hybride entre Loaded, Syndicate Wars et Destruction Derby tactique, un mélange improbable mais qui marche vachement bien. Et c'est le génie du jeu qui vous force à réfléchir, mais en vous explosant la rétine à coups de missiles pixelisés. Le scénario, lui, c'est du bon vieux Skynet sous acide. 2 factions, NORAD, les gentils humains avec des tanks, et les Warp, WOPR, les robots contrôlés par l'IA qui veut la paix en détruisant tout. C'est cliché, oui, c'est fun, absolument. L'ambiance techno-militaire des années 90 est tellement bien retranscrite que t'as l'impression d'être dans un épisode de Stargate remixé avec Command & Conquer. Mention spéciale aux musiques tellement stressantes, aux dialogues radio que je me souviens encore, en VO, aux explosions qui font vibrer la DualShock comme si t'étais sur un champ de bataille en pixel art. Franchement, jouez-y, je suis sûr que le jeu est toujours aussi bien aujourd'hui.
Le plus dingue de tout ça, le moteur graphique. Wargame Defcon 1 était un des seuls jeux PS1 à proposer un moteur 3D isométrique fluide sans loading entre les zones de la carte. C'est un proto open world stratégique. À une époque où Tomb Raider chargeait un couloir pendant 8 secondes, ici tu bombardes toute une base sans interruption. Et devine quoi, le jeu était jouable en coop sur PS1, oui en coop écran partagé en 99, à une époque où c'était plus rare qu'un CD qui se lisait sans grincer. En comparaison, on pourrait le comparer à Future Cop, LAPD, un autre ovni de PS1 oublié, j'ai fait une vidéo sur ce jeu d'ailleurs. Future Cop, LAPD, cet autre ovni, PS1, juste incroyable, allez voir ma vidéo dessus. Ou à Command & Conquer, un peu le FPS dérivé d'un STR. Mais là où ces jeux se cherchaient entre action et tactique, là ça a trouvé parfaitement le bon dosage dans Wargame Defcon 1. C'est pas un jeu qui cherche à te plaire, c'est un jeu qui assume d'être un putain de film de guerre interactif. Wargame Defcon 1 c'est une anomalie de la PS1, un jeu trop sous-estimé, presque jamais cité dans les tops rétro. Et pourtant c'était un des rares titres de cette époque qui arrivait à être stratégique, nerveux, explosif, jouable à deux, un jeu de guerre avec de la cervelle et des couilles. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu oseras rejouer à un jeu que même la guerre froide a oublié? Franchement, joue-y, joue à ce Wargame Defcon 1 et joue à Future Cop LAPD, tu vas kiffer, tu risques de kiffer. Abonne-toi si tu veux plus de tests, de perles cachées de rétro, si t'as déjà joué à ce jeu, t'es officiellement un survivant de Defcon 1. Force à toi, abonne-toi. Ce jeu de plateforme psychédélique où la PS1 a décidé de faire un road trip sous LSD, avec des acrobaties improbables. Vous pouvez incarner Nikki, une jongleuse en collant à carreaux, et Fargus, un clown, a l'air un peu trop ravi de jouer avec une torche vivante. Ces deux zigotos ont accidentellement invoqué une créature interdimensionnelle, juste ça. Et leur solution, la course au chaos dans des décors qui semblent avoir été designés par un graphisme possédé par le mode arc-en-ciel de Paint. Le gameplay, comme vous pouvez le voir, c'est une vraie folie géométrique, vraiment. Pandemonium, c'est de la plateforme en 2.5D, ou comme les devs disaient sûrement à l'époque, regarde maman, il y a de la profondeur mais pas trop. Les niveaux serpentent dans tous les sens, avec des angles de caméra qui feraient faire des AVC à un speedrunner. Nikki peut faire des doubles sauts façon je défie les lois de la physique. Et Fargus, il tournoie comme un Taz, sous Red Bull. Mais attention, chaque saut raté, c'est une chute dans un vide aussi cruel qu'un repas de famille où t'as oublié ton alibi. Heureusement, les cœurs flottants sont là pour te rappeler que t'as signé pour un jeu rétro, où chaque hit te renvoie à tes erreurs avec un sourire extrêmement sadique. Les graphismes, l'arc en cauchemar, hein. Les décors, parlons-en. C'est comme si Tim Burton et un enfant de 5 ans avaient fait une collab sur un dessin animé un peu trop happy. Champignons géants qui te scrutent, montagnes vivantes, arc-en-ciel maléfique. Sérieux. Même les nuages ont l'air d'avoir un truc à te reprocher. Et puis il y a les ennemis. Des espèces de bestioles sorties de cauchemars industriels, avec des animations tellement saccadées qu'on dirait qu'ils laguent, alors que c'est du local. Mais bon, ça passe, parce que tu viens pas dans Pandemonium pour chercher du photoréalisme, tu viens pour triper. Le son, c'est une transe complètement étrange. La bande-son, c'est de la techno médiévale, un mélange improbable de flûte magique et de beats électroniques. Chaque niveau est accompagné de musique, qui te donne soit envie de danser, soit de courir sur un mur. Ce qui colle assez bien à l'expérience globale. Les bruitages, eux, oscillent entre hilarant et « Oh mon Dieu, ma PS1 va vraiment exploser ». Le jeu te rappelle pourquoi tu aimes souffrir. Pandemonium, c'est comme cette glace au wasabi, que tu regrettes de goûter, mais que tu finis par adorer. Les contrôles, tellement rigides. La difficulté te met des baffes, comme un prof exigeant. Mais chaque niveau te fait sentir comme Indiana Jones pixelisé. Si t'aimes la plateforme exigeante, les graphismes qui te crament la rétine, et les scénarios débiles assumés, ce jeu est fait pour toi. Et si tu rates un saut, rappelle-toi, c'était la mode à l'époque. Tu souffres, mais avec classe. Pandemonium, c'est vraiment toute mon enfance ce jeu Pandemonium, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous plaire. Hein. Plongez dans cet univers déjanté, et coloré bien sûr de Pandemonium sur PS1. Ce jeu de plateforme, devenu culte, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler sur YouTube. Je pense que je suis un des premiers vraiment à en parler, faudrait que je regarde si Edouard en a parlé, mais une époque où tout était plus simple. Sauf éviter ces fichus ennemis en sautant comme une ballerine ivre. Revivez les aventures de Nikki et Fargus dans un monde aussi bizarre que fascinant, rempli de puzzles, de monstres étranges et de niveaux qui feront pleurer votre patience. Alors, prêt pour un voyage nostalgique où chaque saut est une prise de risque? Cliquez, ça vaut le détour, abonne-toi, pouce bleu, à très vite. Est-ce que Rogue Galaxy est une pépite cachée ou un RPG complètement oublié? Bienvenue dans mon test sur Rogue Galaxy, un RPG sorti en 2005 sur PS2 développé par Level 5. Et clairement, on n'en parle pas assez aujourd'hui.
Pourtant à l'époque il y avait de grosses ambitions, un RPG, spatial en plus, une aventure épique, un gameplay plus que dynamique, est-ce que ça tient encore la route aujourd'hui? Ce RPG dans l'espace te met dans la peau de Jaster Rogue, Rogue Galaxy, un jeune aventurier qui rêve de quitter sa planète et qui va se retrouver embarqué dans une aventure intergalactique, pirate, planète, trésor. On est sur un mélange entre RPG japonais 4 plus classique et une aventure spatiale de l'ordre de l'exceptionnel. Le gameplay entre action et stratégie, un système de combat en temps réel, tu contrôles ton personnage directement, tu attaques, tu esquives, tu utilises des compétences très dynamiques mais pas toujours précis. Malheureusement, par moments, ça peut devenir un petit peu brouillon. Là où le jeu se démarque, c'est dans son rythme et dans ses systèmes de progression. Tu as une amélioration des armes, du crafting, de la compétence, un système de progression multiple. C'est riche, très riche, trop riche. Parfois c'est même un petit peu trop compliqué pour les joueurs un peu casual. L'exploration et les mondes. Le jeu te fait voyager entre plusieurs planètes. C'est clairement un gros point fort du jeu. Chaque environnement a son style, désert, jungle, ville futuriste, ça donne une vraie sensation d'aventure, vraiment très cool. L'histoire est classique, mais efficace, le scénario reste assez classique pour un JRPG, un héros, une grande aventure, des compagnons, ça fonctionne, les personnages sont attachants, l'univers est intéressant. Les graphismes étaient plus qu'impressionnants, faut vous dire que c'est de la PS2. Pour un jeu PS2, c'est très solide. Le style animé est plus que réussi, les environnements sont variés. La PS2 pour moi c'était vraiment cette époque où on commençait à voir des premiers vrais beaux jeux vidéo. C'était magnifique et les effets en combat étaient plutôt beaux pour l'époque. Il y avait aussi la musique, toujours excellente dans ces jeux-là, qui accompagne parfaitement l'aventure, qui renforce le côté épique du jeu. Malheureusement quelques limites. Je vous en ai parlé, les combats sont parfois brouillons. Les systèmes complexes, répétitivité dans certains donjons, et un rythme inégal, et surtout une certaine longueur qui est vraiment propre au RPG. Par contre, la vraie bonne surprise, c'est cet univers riche, varié. Le contenu, énorme, le gameplay, dynamique, la durée de vie, excellente sur les jeux de ce genre. On pense aussi notamment à Xenoblade Chronicle X, j'ai fait un test dessus, vous savez que j'aime beaucoup cette licence. Malheureusement c'est trop complexe par moment, combat un peu imparfait et ça peut devenir répétitif, même si trop complexe par moment va être une qualité pour beaucoup de joueurs, certains y verront un défaut. Et les combats un peu répétitifs dans les donjons, pareil, la plupart des gens, certaines personnes vont complètement passer au-dessus parce qu'ils aiment farm et répéter un peu la même chose. Certains par contre verront une répétition et en auront marre. Est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui? Bah oui, bien sûr que ça vaut le coup, surtout si t'aimes les JRPG. Rogue Galaxy, c'est vraiment une pépite un peu oubliée qui mérite clairement d'être redécouverte. Est-ce que tu connaissais ce jeu ou pas du tout? Dis-le moi en commentaire. La plupart des gens qui regardent mes vidéos, souvent regardent uniquement la vidéo sur un jeu ou deux qu'ils connaissent, parce qu'on a fait j'ai fait plus de 1000 tests sur cette chaîne, bientôt 1500 tests de jeux différents sur cette chaîne. Et souvent vous commentez uniquement les jeux que vous connaissez. Donc est-ce que tu le connais ou pas du tout? Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi et on se retrouve pour le prochain test qui arrive très vite. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui est souvent considéré comme un des meilleurs jeux de la PlayStation 2, Jak 3. Est-ce que c'est vraiment une masterclass ou est-ce que c'est juste un jeu qui est en vrai frustrant par moment et c'est la nostalgie qui nous fait kiffer? Eh bah écoute, bienvenue dans mon test de Jak 3, sorti en 2004 sur PS2, développé par Naughty Dog, qu'on connaîtra plus tard pour Uncharted notamment. Uncharted incroyable, allez voir mon test, mais si vous êtes là, vous connaissez forcément ces jeux-là. Et souvent c'est considéré comme le point culminant de cette trilogie, une très grosse vidéo est sortie dessus sur la trilogie des Jak, vous l'avez sûrement vu. Est-ce que c'est une conclusion parfaite ou un jeu surestimé par la nostalgie? C'est ce que je vous disais. Jak 3 reprend directement après les événements du 2. Jak, exilé dans le désert, va devoir survivre, évoluer, et puis accessoirement sauver le monde, rien que ça. Le gameplay est plus varié que jamais, le jeu garde les bases de Jak 2, mais ajoute encore plus en variété. Phase de tir, plateforme, véhicule, mission dans le désert, clairement plus riche, mais parfois un peu trop dispersé. Les combats plus nerveux, les combats sont améliorés, plus rapides, plus spectaculaires. Surtout tu débloques de nouveaux pouvoirs, notamment les formes de Dark et Light Jak. Et ça c'était vraiment un vrai plus. Cette exploration dans le désert, c'est la grosse nouveauté. Tu peux l'explorer avec des véhicules et ça donne une belle sensation de liberté. Mais malheureusement, il est assez vide et les missions
peuvent devenir très répétitives, et ça c'est triste. Comme dans Jack 2 justement, certaines missions sont très frustrantes, difficulté très mal équilibrée, objectif peu clair, ça peut vite énerver. Visuellement par contre, une masterclass PS2, impressionnant, fluide, détaillé, effet réussi, on est clairement sur un des plus beaux jeux de la PS2. Et la bande son qui est excellente, qui renforce le côté épique, l'univers toujours aussi réussi, cette histoire qui conclut bien la trilogie, révélation intéressante, une vraie montée en puissance et certains passages qui vont un petit peu vite, et qui font peut-être un petit peu vide. Et les défauts, mission frustrante, dessert parfois vide, le désert, et les gameplays un peu dispersés, difficulté inégale. Par contre, Jack 3, en verdict, c'est un très bon jeu. Gameplay varié, pouvoir intéressant, graphisme impressionnant, conclusion solide. Ce qui est dommage, c'est cette frustration dans certaines missions et cette structure parfois déséquilibrée de ce jeu, qui était un peu la concurrence de Ratchet & Clank sur cette époque PS2. Moi j'étais plus Ratchet & Clank, avec Ratchet & Clank 3, Ratchet & Clank Gladiator, c'était plus les jeux qu'on m'avait offerts. Et voilà, Jack c'était un peu différent, mais j'avais bien aimé, je sais plus si c'était le Jack 2 il me semble en ville, où j'ai quand même de très bons souvenirs dessus. Mais voilà, c'est la concurrence et aujourd'hui ça a l'air d'être disponible sur PS5, d'où le gameplay que je vous montre à l'écran. Donc n'hésitez pas, parce que est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Eh bah oui, sans hésiter, prépare-toi à rager un peu. Mais au final, Jack 3 ça reste une conclusion ambitieuse. Pas parfaite, mais clairement mémorable. Et toi, est-ce que c'est comme beaucoup ton préféré de la trilogie? Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi et on se retrouve pour le prochain test. Saint Seiya The Sanctuary, c'est un jeu qui promettait de revivre l'arc du sanctuaire comme dans l'animé. Et qu'est-ce qu'on a aimé cet arc du sanctuaire dans l'animé des Chevaliers du Zodiaque? Nous naïfs, on pensait que le jeu allait être incroyable. Spoiler, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Le contexte à la base, c'est un rêve de fan. Sorti en 2005 sur PS2, le jeu s'appuie sur l'univers de Saint Seiya et clairement, vraiment, ça vise les fans. Le gameplay, c'est entre baston et KO. On est sur un jeu de combat un peu spécial. Les bases, comme d'habitude, crew léger, puissant, esquive et les attaques cosmiques. Sur le papier, ça passe, c'est cool. En pratique, le gameplay est beaucoup trop rigide, manque de précision et les combats sont vraiment brouillons. Tu frappes, mais t'as jamais vraiment l'impression de contrôler. Les attaques spéciales, c'est le point fort. C'est là où le jeu se rattrape. On envoie des grosses attaques, des Pegasus Ryushisken, Rosan Sho Ryuha ou Aurora Exécution. Les attaques, fidèles, stylées, spectaculaires. Et mon japonais était juste horrible. Mais ça vous empêchera pas de mettre un petit pouce bleu, parce que là, le fan est heureux. Et le mode sanctuaire, c'est un peu le cœur du jeu. Enfin, c'était pas le mode histoire, mais c'est un mode sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Le fameux mode sanctuaire, où tu incarnes un des bronzes saints, tu traverses les 12 maisons en affrontant les 12 chevaliers d'or. Et c'est l'arc le plus culte de Saint Seiya. Ce qui marche, c'est le respect de l'histoire, l'ambiance fidèle, la progression qui est plus que motivante. Par contre, ce qui énerve parfois, c'est une difficulté souvent abusée, et ça je m'en souviens, quand on est enfant, c'était très frustrant. L'IA, cheaté, et les combats frustrants. Le Gold Saint, il joue pas, il te juge. Et clairement, certains combats sont une purge. La difficulté est justement très mal dosée. Le jeu est dur, et pas pour les bonnes raisons. Les hitbox sont bizarres, l'IA est agressive et manque de lisibilité. Résultat, ça va créer très vite de la frustration. Par contre, les graphismes étaient très solides pour l'époque, ça je m'en souviens bien. C'était un gros point positif. Modèle fidèle, armure stylée, attaque bien mise en scène. Pour de la PS2 en plus, c'est plus que propre. La bande son aussi. Là aussi, entre les musiques fidèles, l'ambiance animée, l'immersion plus que réussie, franchement, c'était très cool. Aussi bien en termes de son que de graphisme. Alors en 2026, ça donne quoi? Alors là, c'est clairement un jeu de fan. En 2026, il n'y a plus grand chose qui fonctionne, à part la nostalgie, la fidélité à l'animé, et ce fameux mode sanctuaire dans lequel vous pourrez reprendre un peu de plaisir, parce que franchement, c'était vraiment très bien fait. Le fait de pouvoir passer d'une maison à l'autre, c'était vraiment cool, avec un mode sanctuaire un peu arcade, très différent de ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo. Ce qui a vieilli par contre, c'est le gameplay très rigide. Une frustration beaucoup trop élevée et un manque de profondeur, surtout comparé aux jeux modernes, ça pique. Ce que le jeu fait bien, c'est un respect de l'univers, des attaques iconiques, et vraiment, je me répète, un mode sanctuaire très fidèle, et franchement, si vous le trouvez un jour en brocante ou quoi, ou même si vous arrivez à l'émuler, c'est pas très bien, mais
n'hésitez pas à faire ce mode sanctuaire si vous êtes fan des Chevaliers du Zodiaque ou pour le découvrir. Moi j'ai pas tout vu, enfin si j'ai vu après, des années après, mais j'ai découvert quand même quasiment l'histoire des Chevaliers du Zodiaque grâce à ce jeu, parce que les cinématiques sont très cool et en réalité on peut faire les combats pour juste passer aux cinématiques. Par contre ce qui fait très mal, c'est le gameplay daté, la difficulté frustrante et un gros manque de précision. En gros, pour conclure, Saint Seiya The Sanctuary, c'est un rêve de fan, c'est une adaptation fidèle. Mais c'est un jeu imparfait. Aujourd'hui, c'est surtout un jeu très nostalgique. En verdict, il est fidèle, stylé, marquant. Par contre, c'est rigide, frustrant et daté. Au final, c'est un 14 sur 20. C'est un jeu pour les fans, mais pas pour les amateurs de gameplay exigeant. Si t'aimes Saint Seiya, tu vas kiffer. Sinon, prépare-toi à souffrir. Dis-moi en commentaire, est-ce que t'as passé quelle maison avant de Rage Quit, si tu t'en souviens, parce que 2005, on était plus tout jeune. Enfin, on était tout jeune et on n'est plus tout jeune. Force à tous et à très vite. Duel Master, le jeu oublié qui voulait être le Pokémon des cartes. En 2004, pendant que Pokémon dominait le monde, qu'on échangeait des cartes à la récré, qu'on regardait Yu-Gi-Oh à la télé, il y avait un autre jeu de cartes, un anime, un univers, mais plus personne ne s'en rappelle, à part moi. Ce jeu, c'est Duel Master sur PS2. Peut-être que tu t'en rappelles aussi. Aujourd'hui, une question. Est-ce que c'était une arnaque ou un trésor caché? C'était quoi Duel Master? C'était Magic the Gathering, mais en version shonen survitaminée. Même créateur, même logique de cartes, mais avec des créatures énormes, des dragons en armure et un héros qui crie plus fort que la logique. En 2004, la licence tente un pari risqué. Adapter un jeu de cartes stratégique en jeu vidéo console. Et spoiler, t'imagines bien que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Ce gameplay, en fait, entre stratégie et confusion, sur le papier, le gameplay est très solide. Deck personnalisable, gestion du mana, créatures, sorts, pièges, système très proche de Magic. Mais sur PS2, interface lourde, rythme lent, beaucoup de menus, zéro pédagogie pour les nouveaux joueurs, là où Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, gros classique, était déjà brutal. Duel Master va vraiment très loin dans le démerde-toi. En fait, un des faits les plus intéressants, c'est que le jeu respecte vraiment les règles du TCG, ce qui le rend excellent pour tous les fans, pour tous ceux qui connaissent ce TCG, mais extrêmement hostile pour les autres. C'est un jeu qui demandait de réfléchir, peut-être beaucoup trop. Alors déjà qu'à l'époque on avait du mal, imaginez maintenant. C'était un jeu qui demande vraiment trop de réfléchir. Pas de combat en temps réel, tout est lent, posé, stratégique. Chaque tour compte. Si tu joues mal, tu perds, si ton deck est nul, tu perds, si tu comprends rien, tu perds. C'est un jeu exigeant, presque élitiste, à l'opposé des adaptations arcade de l'époque. L'histoire c'était juste un prétexte, mais c'était fidèle. Le scénario reprend l'univers de l'animé que j'avais beaucoup apprécié. Tournois, rivaux, montée en puissance, toujours plus folle, c'est la grippe, désolé. Ce n'est pas mémorable, mais ça fait le taf. On sent que le jeu s'adresse aux fans, pas au grand public. Face à Yu-Gi-Oh! Sur PS1, PS2, Duel Master est plus stratégique, mais 10 fois moins accessible. Face à Pokémon, TCG, Pokémon expliquait tout. Duel Master t'abandonne dans la jungle. Et face à Magic Online, qui est sorti quelques années plus tard, Duel Master était vraiment en avance, mais enfermé sur console. Ses plus gros défauts étant notamment cette prise en main que vous voyez à l'écran complètement catastrophique. Peu de variété visuelle, des animations quand même très rigides et aucun respect pour les nouveaux joueurs. C'est un jeu qui refuse de te séduire. Moi je connaissais déjà les règles, donc je me souviens d'avoir des bons souvenirs dessus, mais je comprends que c'était sûrement pas le cas de tout le monde. Il y avait des défauts, mais il y avait aussi des qualités très rares. Le respect total du jeu de cartes, qui était quand même beau pour l'époque. Une profondeur stratégique vraiment réelle. Un univers très fidèle et une sensation de progression extrêmement gratifiante. C'était un vrai plaisir si tu accroches. C'est un jeu qui ne triche pas. Alors pourquoi il a été oublié? Parce qu'il est sorti au mauvais moment, mauvaise console, mauvais public. Trop complexe pour les enfants, trop lent pour les joueurs d'action, trop niche pour exploser. Vraiment, Duel Master PS2, c'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu exigeant, maladroit, sincère, un petit 13 sur 20, c'est à éviter si tu veux t'amuser vite. C'est à découvrir si tu aimes la stratégie pure, et c'est à respecter pour son ambition. Vraiment, Duel Master, c'est pas un jeu qui veut te plaire. C'est un jeu qui veut que tu le mérites. Et ça, en 2004. C'était sûrement trop tôt. J'ai fait aussi un test sur l'épisode GBA, donc n'hésitez pas à aller le voir. Prochain jeu que vous voulez voir en commentaire, sachant qu'on en a fait presque 1000 sur la chaîne. Révolution ou énorme désastre? The Bouncer sur PS2. En 2000, la PS2 arrive avec une promesse folle. Des jeux plus beaux,
plus ambitieux et plus cinématographique. C'était surtout ça, je sais pas si vous vous rappelez de cette époque. C'était un jeu Squaresoft qui voulait tout révolutionner et qui s'est craché. Imagine la PS2 qui vient de sortir, tout le monde qui attend Final Fantasy X et Squaresoft qui arrive avec un beat'em up futuriste, cinématique stylé, hors de prix. The Bouncer. D'ailleurs, Squaresoft, c'est la fusion de... Squaresoft et Enix vont fusionner pour donner Square Enix et faire Kingdom Hearts. Un jeu vendu comme le futur du jeu vidéo. Un jeu qui voulait prouver que Square pouvait tout faire. Un jeu que plus personne ne comprend aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce que c'est un mauvais jeu? Et comment Squaresoft a pu se planter à ce point? En 2000-2001, Squaresoft est au sommet du monde. Final Fantasy VII, 8, 9. Le cinéma avec Final Fantasy The Spirit Within est en préparation. Ils veulent devenir l'Hollywood du JV. Et là, ils lancent The Bouncer, un beat'em up 3D, une mise en scène ultra cinématographique, personnage très stylé façon Final Fantasy et une promesse folle. Chaque personnage a sa propre histoire. Le jeu coûte une blinde, est vendu plein pot et sert de vitrine technologique PS2. Sur le papier, une claque. Dans les mains, très compliqué. The Bouncer, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un beat'em up très simple. Coup léger, coup fort, projection, esquive. Vraiment classique. Mais le problème arrive très vite. Lent, répétitif, rigide. Les combats manquent d'impact. Les ennemis sont des sacs à PV. Et surtout, le jeu dure à peine 2 heures. Oui, 2 heures. Même à l'époque, c'était scandaleux. Comparaison obligatoire. Devil May Cry. Sorti la même année, dites-vous. Nerveux, précis, profond. Devil May Cry a forcément enterré un jeu comme ça. Final Fight, Street of Rage, beaucoup plus simple mais beaucoup plus jouissif. Lui, il voulait être beau avant d'être fun. Et c'est le problème de The Bouncer. Ça se sent. C'est cette histoire, cette structure. Pourtant, c'est là que The Bouncer devient fascinant. Le jeu te force à le refaire avec chaque personnage pour comprendre l'histoire complète. Chaque run révèle scène inédite, point de vue différent, morceaux de scénario cachés. Une idée très en avance sur son temps. Sauf que le gameplay ne suit pas, la narration est brouillonne et le joueur se fatigue sans voir la fin. C'est un jeu qui t'en demande trop, sans t'en donner assez. C'était relativement quand même courant à l'époque. The Bouncer, c'est pas un mauvais jeu, vraiment pas un mauvais jeu, c'est juste un jeu mal placé. Squaresoft voulait impressionner, montrer la puissance de la PS2, séduire le grand public, mais ils ont oublié une chose plus qu'essentielle, le plaisir immédiat, résultat durée de vie. Ridicule, gameplay basique, attente trop élevée, et le pire, ce jeu a entaché la réputation de Squaresoft, juste avant leur fusion avec Enix. Alors, The Bouncer, c'est quoi? Bah c'est pas un bon beat'em up, c'est pas un jeu mémorable, et c'est pas une réussite commerciale, mais c'est un ovni. C'est une tentative audacieuse et c'est un joli petit morceau d'histoire du jeu vidéo. C'est le genre de jeu qui mérite quand même d'être compris, pas forcément aimé par contre. The Bouncer, c'est un symbole parfait. Quand un studio de génie veut aller trop vite, quand la forme écrase le fond, quand l'ambition dépasse le plaisir. Un échec, mais un échec vraiment passionnant dans l'art et le jeu vidéo. Vous savez que pour moi, le jeu vidéo se rapproche quand même plus de l'artistique, c'est-à-dire que pour moi un jeu vidéo ça se rapproche quand même plus d'une musique, d'un film, et on est dans des domaines artistiques qui nécessitent de l'argent, et on est quand même plus dans l'art que dans le business. C'est pour ça qu'aujourd'hui des jeux comme Fear and Hunger, que vous adorez tous sur ma chaîne, marchent vraiment beaucoup. Bref, dans le jeu vidéo, les plus grosses leçons viennent souvent des plus gros ratés. En fait, c'est un échec passionnant. C'est vraiment un échec passionnant. Je vous parlerai de mon rapport au jeu vidéo, peut-être, et du fait que je vois vraiment plutôt ça comme une forme d'art. Le jeu vidéo, c'est vraiment un art à part entière, qui mêle même plusieurs arts, la musique, le visuel, bien sûr, le dessin. Il y a beaucoup d'arts qui se mêlent là-dedans, le gameplay. Et en soi, vous avez des jeux qui sont des œuvres d'art à part entière. Là, hier, je jouais à Fourmi. Et franchement, juste Fourmi, c'est excellent. C'est très différent de tout ce que vous avez pu voir jusque-là, à l'heure actuelle. Et rien que faire la campagne d'un jeu comme ça, eh ben, ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur The Bouncer. Dédicace à mon gars du taf, hein, le A, qui m'a conseillé de faire cette liste de jeux, dont ce jeu. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Prochain jeu en commentaire. Il y a plus de 1000 jeux sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Est-ce que Naruto Ultimate Ninja 4, est-ce que c'est le Naruto qui a fait grandir la licence? En 2007, Naruto n'est pas encore une légende, pas de Boruto, pas de combat à 60 personnages, juste un gamin en serviette orange
rejeté par son village, et un jeu PS2 qui va poser les bases de pas mal de Naruto modernes. Mais la vraie question, 20 ans plus tard, c'est Ultimate Ninja 4. Est-ce que c'est un classique intemporel ou est-ce que c'est juste un bon souvenir quand on idéalise? Manette en main, j'ai relancé le jeu, sans nostalgie, sans indulgence, et tu risques d'être surpris. Ultimate Ninja 4 sort sur PS2 à un moment clé. Le manga explose. Shippuden arrive et les fans veulent revivre l'histoire, pas juste se taper dessus. CyberConnect 2 veut plus faire un jeu de baston Naruto, ils veulent faire un jeu Naruto, tout court. Et ça change vraiment tout. À première vue, le gameplay est accessible. Des combats dans des arènes en 2,5D, peu de boutons, prise en main immédiate, mais sous la surface, il y a déjà la gestion du chakra, les substitutions, les jutsu contextuels et les ultimes spectaculaires. C'est pas Tekken, c'est pas Street Fighter, c'est un jeu pensé pour reproduire l'animé, pas pour l'e-sport. Et dans ce rôle-là, c'est diablement efficace. Chaque combat raconte quelque chose. Quand tu balances un Rasengan ici, c'est pas pour optimiser un combo, c'est parce que c'est le bon moment dans l'histoire. Et là où Ultimate Ninja 4 devient vraiment spécial, c'est avec son mode histoire. Pas une suite de combats, une vraie aventure, avec exploration de Konoha, dialogue doublé, quête secondaire, mini-jeu, décision scénaristique. À l'époque, c'était presque choquant pour un jeu de baston. Tu vis Naruto, tu marches dans le village, tu parles aux personnages, tu ressens les enjeux, et surtout, le jeu respecte l'œuvre. Il prend le temps, il laisse respirer les moments émotionnels, et comprend que Naruto, c'est pas que des coups de poing. Sans Ultimate Ninja 4, comprenez-le bien, pas de Storm, pas de mise en scène cinématographique, pas de narration intégrée au gameplay. Comparé à Budokai, plus technique, moins narratif, Storm, plus spectaculaire mais des fois plus vide, Ultimate Ninja 4, lui, est moins impressionnant visuellement, mais il est beaucoup plus chaleureux. C'est le Naruto le plus humain. Quelques faits intéressants. Le premier Naruto a proposé un vrai hub explorable. Dernier gros Naruto PS2 avant le virage Storm, considéré par beaucoup comme le meilleur Ultimate Ninja classique et encore joué aujourd'hui par certains fans hardcore. Il a quelques défauts, les combats sont souvent trop rigides, l'IA est très limitée, le rythme est très inégal, c'est souvent les défauts qu'on retrouvait sur les jeux de l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr, il est techniquement dépassé. Si tu viens chercher de la profondeur compétitive, un gameplay moderne ou du FPS 60 nerveux, c'est clairement pas le bon jeu. Mais est-ce qu'il faut y jouer aujourd'hui? Ultimate Ninja 4 il est pas parfait, mais il a un truc que beaucoup de jeux récents ont perdu. Une âme, une vraie âme. Si t'aimes vraiment Naruto, je pense que c'est un passage obligé. Si tu veux comprendre pourquoi Storm existe, c'est ici que tout commence. Si tu veux un jeu sincère, fait par des gens qui aiment vraiment l'œuvre de Naruto, fonce. C'est peut-être pas le Naruto le plus impressionnant, mais c'est un des plus respectueux de l'œuvre originale. J'ai passé beaucoup d'heures moi sur les Naruto Ultimate Ninja 2, 3, 4, à l'époque sur PS2, c'est des excellents souvenirs. Ultimate Ninja 4 c'est pas juste un jeu PS2, c'est un moment de l'histoire du jeu vidéo japonais. Et parfois revenir en arrière, c'est la meilleure façon de comprendre pourquoi on aime encore jouer aujourd'hui. Abonne-toi, pouce bleu, c'était Remix Life. Resident Evil, Code Veronica X, c'est typiquement le genre de jeu. Culte, bizarre, injuste, génial et frustrant. Imagine t'es tranquille, tu lances ce jeu Resident Evil, tu te dis bon, zombie, énigme, 2-3 clés, ça devrait aller, et 3 heures plus tard t'as plus de munitions. T'as sauvegardé au mauvais moment, un boss te two-shot et le jeu t'a softlocké. Bienvenue dans Code Veronica, le Resident Evil qui te respecte pas. Et pourtant, c'est peut-être l'un des plus ambitieux de toute la saga. On va en parler. On est en 2000. Resident Evil 1, 2, 3. D'ailleurs, le 1, vous savez à quel point je l'adore dans le manoir. Ça cartonne sur PS1 à l'époque. Tout le monde attend Resident Evil 4. Ce classique des Resident Evil. Mais Capcom sort un truc bizarre. Sur Dreamcast, en full 3D, cinématographique, plus long, plus difficile. Et techniquement, c'est le vrai Resident Evil 3 de base. Nemesis devait être un spin-off. Plot twist, vous incarnez Claire Redfield. Elle cherche son frère, Chris Redfield, qui infiltre Umbrella, justement. Elle se fait capturer, direction une île prison, infestée de zombies. Et là, le jeu prend une décision géniale. Ambiance ultra gothique, manoir délabré, laboratoire secret, base militaire, Antarctique. Ouais, on passe d'une prison à l'Antarctique. Normal. Et vraiment, l'école à l'ancienne. Il faut prévenir les jeunes joueurs. Code Veronica, c'est du survival horror pur sang. Pas de checkpoint, pas d'aide, pas de pitié. C'est caméra fixe, temps de contrôle, inventaire limité, énigmes tordues, aller-retour interminable. Et surtout, le jeu te piège. Tu peux oublier des armes, donner des objets au mauvais perso, manquer de munitions et être bloqué 5 heures plus tard.
Oh, aujourd'hui ça serait patché. À l'époque, démerde-toi. Et bizarrement, ça crée une tension de fou. Chaque balle compte, chaque soin compte. Vous savez mon amour pour ce genre de jeu sur cette chaîne. J'aurais peut-être même dû commencer par ça. Cette chaîne, vous y êtes sûrement pour Pierre Hunger à la base. Et vous savez mon amour pour ce genre de jeu. Moi, Code Veronica, je me le suis pris à l'époque sur PS2. Je jouais un peu comme ça. J'aimais bien les Resident Evil, surtout le 1. Et j'avais mis Code Veronica sur ma PS2. J'avais essayé d'y jouer. Et je peux vous dire que j'ai galéré. J'ai jamais réussi à dépasser la plupart des points du début. L'ambiance ultra gothique, les matoirs délabrés, oui. Laboratoire secret. Oui, mais alors l'Antarctique, j'ai jamais réussi à y aller. Après, j'ai jamais non plus cherché à y aller avec YouTube, par exemple. Hein. Et parlons des boss. Oui, il faut qu'on parle des boss. Parce que là, Capcom était en mode sadique. Le tyran dans l'avion. Si t'as pas gardé assez de munitions, t'es mort. Tu recommences 2 heures. Le jeu te regarde et il rigole. Mais en même temps, ces moments restent gravés à vie. C'est du trauma vidéoludique comme Dark Souls avant l'heure. C'est exactement ça. Et franchement, moi j'avais quand même passé un bon moment, même si j'ai galéré. Au bout de 2-3 heures ou 5 heures, j'étais complètement bloqué, après 1 ou 2 sauvegardes, mais j'ai quand même passé un excellent moment à l'époque sur ce Veronica X, sur ce Resident Evil là. Et les personnages, alors là, on a peut-être les antagonistes les plus chelous de la saga, vraiment. Alfred Ashford, le mec se parle à lui-même, se déguise, rit comme un méchant d'animé, on est à 2 doigts du théâtre shakespearien, c'est kitsch, dramatique, ridicule, génial, Resident Evil à 200%. Trop sérieux, mais totalement nanar, et c'est pour ça qu'on adore. Vraiment, si vous voulez le comparer, R2, c'était un équilibre, R3 c'était de l'action, R4 une révolution complètement fun, hein, c'était génial. Code Veronica, c'est le Resident Evil hardcore. C'est le Dark Souls des Resident Evil classiques. Moins accessible, mais beaucoup plus intense. Et pour 2000, c'était fou. Vrai décor en 3D, caméra dynamique, cinématique, très stylé. Franchement, moi j'ai joué en 2016. 16 ans après, ça se tenait. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne à mort. Bon, aujourd'hui, faut qu'on soit honnête, les défauts, ça pique. Le gameplay rigide, difficulté injuste, aller-retour chiant, doublage catastrophique et le rythme plus qu'inégal. C'est clairement pas un jeu moderne. Faut l'accepter, sinon tu souffres. Beaucoup. Mais tu sais quoi, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime. Parce que Code Veronica, c'est pas un jeu confortable. C'est un jeu qui te met des claques, qui te stresse, qui te punit. Mais quand tu le finis, t'as l'impression d'avoir survécu. Pas juste jouer. Et franchement, peu de jeux modernes arrivent encore à faire ça. Resident Evil Code Veronica, pas le plus beau, pas le plus fun, mais sûrement le plus hardcore, et si t'as survécu à lui, t'as survécu à tout. En 2003, t'es gosse, t'as une PS2, et là, les Tortues Ninja, pas celles en plastique, pas celles du dessin animé du matin, celles qui se battent vraiment. Combat sombre, ton sérieux, ville hostile. Ce jeu devrait être la renaissance des tortues, mais 20 ans plus tard, c'est juste un classique oublié. Ou est-ce que c'est un jeu qu'on aime, surtout parce qu'on était jeune? Et je pense que c'est surtout ça. C'est un jeu qui est sorti dans une période beaucoup trop dangereuse. En 2003, les Tortues Ninja, c'était mort. Plus de hype, plus de jouets, plus rien. Et pourtant, Ubisoft, qui sont très mal en point en ce moment en bourse, Ubisoft sortent les Tortues Ninja sur PS2, Xbox et la belle GameCube, basée sur une nouvelle série d'animés beaucoup plus sombre. Objectif, faire un beat'em up moderne, plus technique, plus adulte, plus nerveux. Sur le papier, ça sent le retour en grâce, mais vous savez que ça va très mal tourner. Le gameplay est simple, mais pas débile. On est sur un beat'em up 3D, mi-chemin entre Devil May Cry, beaucoup plus simple, Batman Vengeance et les anciens TMNT arcade. Chaque tortue a son propre style, portée, vitesse, combo. Leonardo est équilibré, Raphaël brutal, Donatello contrôle l'espace, Michelangelo rapide mais fragile. Et surtout, le jeu t'oblige à maîtriser l'esquive et le timing. Et ça, c'est important. Sinon, tu te fais défoncer. Et c'est pas un bouton smash. Surtout, les combats. Satisfaisants mais beaucoup trop répétitifs. Quand tout s'aligne, le jeu est très satisfaisant. Quand tout s'aligne. Impact clair, ennemi réactif, finish stylé, mais voilà le problème. Ennemis qui se ressemblent trop, arènes souvent les mêmes, rythme qui finit par s'essouffler. C'est bon, mais ça aurait pu être excellent. C'est le level design, ce New York vide, mais fade. New York est sombre, industriel, fidèle à la série, mais peu d'interaction. Peu de verticalité, en fait, peu de surprises. On avance, on tape. À côté, un Devil May Cry ou même un God of War qui arrive peu après, montre déjà que le genre peut devenir beaucoup mieux. Ambiance et histoire, c'était la force du jeu. Là où TMNT 2003 brille vraiment, c'est le ton.
Sérieux, souvent même mélancolique. Fidèle à l'esprit des comics, les cinématiques sont sobres mais efficaces, relation entre Tortue crédible et Splinter n'est pas juste un PNJ cliché. Fun fact, le jeu est directement inspiré de cette série 2003, considérée comme l'une des meilleures adaptations des Tortues en télé. Musique et technique, ça par contre c'était très solide pour l'époque. OST discrète mais efficace, doublage correct, animation souvent raide mais quand même propre. C'était pas un monstre technique, mais ça faisait le taf. Alors pourquoi est-ce que c'est un des jeux qui a été oublié, même si curieusement énormément de vidéos sont sur YouTube parlant des tortues? Le vrai problème des Tortues 2003, Tortue Ninja en plus, c'est qu'il était sorti au mauvais moment. À côté on avait Devil May Cry, Prince of Persia, God of War, et le jeu est bon, mais il n'a rien révolutionné. C'est un jeu sous-estimé ou un souvenir un peu biaisé. Le gameplay était solide et l'ambiance fidèle, le respect des tortues, mais beaucoup trop répétitif, manquait d'ambition à long terme et un level design vraiment limité. Chef-d'œuvre, c'est un bon jeu coincé dans une époque trop compétitive. C'est pas le jeu qui a sauvé les Tortues Ninja, c'est celui qui a prouvé qu'elle méritait beaucoup mieux. Bayonetta, c'est un jeu qui prend tout ce que votre grand-mère déteste et le transforme en une chorégraphie divine d'explosions, de démons géants et de poses de mannequins en pleine apocalypse. Vous jouez une sorcière qui n'a pas de temps à perdre avec les normes de la gravité ou de la bienséance. Armée de pistolets au talon et d'un cuir noir qui défie la modestie et la logique thermique. Ce jeu, c'est la fusion entre un défilé de mode de haute couture et un combat d'arène avec des anges en overdose de stéroïdes. Chaque mouvement de Bayonetta, c'est un doigt d'honneur à la physique classique et un poème à l'esthétique. Over the top. Vous invoquez des démons avec vos cheveux bordel. C'est pour marcher des boss gigantesques comme si c'était des chips. Mais ne vous y trompez pas. Sous la folie visuelle, Bayonetta exige des réflexes de ninja et une précision chirurgicale. Le système de combat est si fluide et si addictif qu'il ferait rougir n'importe quel autre jeu du genre. Et cette bande-son, jazz pop, en arrière-plan, c'est comme si une boîte de nuit de Tokyo avait fusionné avec le paradis. En résumé, Bayonetta c'est l'expérience ultime, pour ceux qui aiment la démesure, les combos impossibles et les personnages qui se moquent des conventions. C'est une lettre d'amour au chaos, avec un cachet de sorcière dessus. Plongez dans cet univers, exubérant et inoubliable, de Bayonetta. Talons pistolets, démons géants, combos spectaculaires sont au menu dans ce chef-d'œuvre du jeu vidéo, une critique déjantée pour un jeu qui ne l'est pas moins. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui fait pas de quartier, qui pardonne rien et qui t'apprend la vie à la dure. Ninja Gaiden 2. Si t'es du genre à pleurer quand tu rates un QTE dans un jeu narratif, autant te dire de suite, barre-toi. Ici, c'est le jeu vidéo en mode spartiate. Dès que tu lances le jeu, Ryu Hayabusa débarque comme si on avait volé son goûter. Pas de cinématique longue, pas de blabla, juste toi, ton katana, des ennemis qui veulent te découper en sushi. Et je te préviens, il rigole zéro. Même les mobs de base sont plus agressifs qu'un chat enfermé dans une boîte. Les combats, assez simple, si t'appuies pas sur les bons boutons, tu meurs. Si t'hésites une demi-seconde, tu meurs. Si tu respires mal, tu meurs. C'est un vrai balai sanglant avec des combos de fous furieux, des démembrements à gogo, une caméra qui souvent décide de partir en vacances, mais bon, c'est ça aussi Ninja Gaiden, c'est une relation toxique entre toi et ton écran. Niveau arsenal, Noël avant l'heure. Tu commences, pépère, avec ton joli katana, mais très vite, tu récupères des armes assez pétées. Griffes de Wolverine, faux de la mort, shuriken explosif, parce que pourquoi pas. Le jeu te donne l'impression d'être un dieu du combat, jusqu'à ce qu'un boss te rappelle que t'es juste une petite chose fragile qui va aller mourir dans d'atroces souffrances. Et les boss, putain, parlons-en, ils sont gigantesques, hyper stylés, et surtout beaucoup trop violents. T'as même pas le temps de comprendre leur pattern que t'es déjà au menu du jour. Le pire, c'est que le jeu a cette tendance fâcheuse à remettre en pression en permanence, genre, t'as battu le boss? Cool. Prends 50 ninjas enragés dans la gueule derrière, direct. Et graphiquement, déjà à l'époque c'était une boucherie. Le sang il giclette partout, des animations fluides comme t'as jamais vu, et chaque coup donné a un vrai impact vraiment stylé, genre film de samouraï sous stéroïdes. Mais faut pas cligner des yeux, sinon t'as perdu 3 vies. Verdict, Ninja Gaiden 2, c'est pas pour les fragiles. C'est le genre de jeu qui te regarde droit dans les yeux et qui te demande est-ce que t'es prêt à souffrir. Si la réponse est oui, fonce. Sinon, retourne jouer à Animal Crossing et laisse les gens qui aiment ce genre de jeu s'amuser. Ninja Gaiden 2, j'ai fait un test qui va te déchiqueter. Aujourd'hui, on a plongé dans Ninja Gaiden 2. Ce jeu a la difficulté plus tranchante qu'un katana. Tu crois que t'es prêt à affronter des hordes de démons et des boss qui ont aucune pitié? Accroche-toi, parce que ce jeu, c'est vraiment pas pour les petites natures. Entre les combos ultra violents, les roulades millimétrées, les rages incompréhensibles et les ennemis qui spawnent partout. Ryu Hayabusa, le nom est dur, n'a pas le temps de niaiser. D'ailleurs, c'est des gros morceaux d'un rappeur aussi, allez checker.
Au programme, des combats ultra nerveux qui testent tous tes réflexes de ninja, des ennemis plus collants qu'un chewing-gum sous une semelle, des moments de pure frustration et de satisfaction ultime, une ambiance sombre, badass à souhait. Si t'es chaud pour souffrir avec classe, installe-toi bien et découvre Ninja Gaiden 2, c'est vraiment un jeu qui mérite sa réputation de jeu pour joueurs d'élite. Abonne-toi si tu veux plus de jeux hardcore et de tests déjantés. Alors Far Cry 3, c'est un peu l'histoire d'un mec qui part en vacances avec ses potes et qui au lieu de faire du jet ski, se retrouve à dealer avec des psychopathes armés jusqu'aux dents, des tatouages chelous, et un mec qui te parle de la définition de la folie entre deux meurtres. Bref, c'est un peu un club med de l'enfer. Dès le début, t'es là, posé, tranquillou, tu sirotes des cocktails et bam, t'es capturé par Vaas, un psychopathe tellement charismatique qu'il pourrait vendre des NFT à ta grand-mère. Ce gars, il te regarde dans les yeux, il te sort un monologue sur la folie, et toi, tu sais déjà que t'es dans la merde jusqu'au cou. Mais t'inquiète, Jason Brody, le héros, a un charisme d'endive au début, puis se transforme en John Rambo sous stéroïdes. Le gameplay, une symphonie du chaos, simple, hein, un arsenal digne d'un film de Michael Bay, flingue, arc, lance-flamme et même la fameuse machette pour découper du pirate comme un rôti du dimanche. Chaque baston, festival pyrotechnique où tu peux soit foncer comme un bourrin en hurlant lit, pécaille, soit la jouer infiltration et te prendre pour Sam Fisher en tongs. Sans oublier la chasse. Franchement, c'était nouveau à l'époque. Tuer des pirates c'est cool, mais fabriquer un holster en peau de tapir, c'était incroyable dans Far Cry 3. La survie passe par des activités essentielles, tuer des requins, cueillir des plantes pour des potions dignes de Breaking Bad, et surtout l'essentiel, capturer des avant-postes à la chaîne pour devenir le boss de l'île. Graphisme et ambiance, l'île était paradisiaque. Ou pas, hein, mais graphiquement en tout cas le jeu s'envoyait du lourd, à l'époque. Dans tes couchers de soleil qui te font regretter de pas être un influenceur voyage ou les grottes sombres où t'as envie de voir Gollum, l'ambiance est top. Jungle vivante, animaux qui te sautent dessus sans prévenir, ennemis qui hurlent à la mort dans des explosions que même Hollywood n'oserait pas. L'histoire de survivants à la psychopathe plutôt. L'histoire c'est un grand 8 émotionnel, hein. Jason franchement passe du petit blanc-bec fragile à un gars qui sniffe de l'adrénaline à chaque point de l'île. Le pire c'est que le jeu te fait vraiment poser des questions sur qui est le vrai monstre quoi, toi ou eux. Entre les hallucinations cheloues, les choix moraux douteux, tu finis par te demander si t'es pas toi-même en train de perdre la boule. En résumé, c'est vraiment mémorable. Far Cry 3 c'est le jeu parfait pour ceux qui veulent une histoire qui claque. C'est peut-être mieux que le 1, sûrement mieux que le 2 et c'était aussi peut-être mieux que le 4, le 5 et le 6. Du fun en open world et surtout une bonne dose d'explosion, de folie, de tatouage mystique. Si t'as jamais joué à ce bijou, tu rates un truc. Note finale, j'aime bien des fois mettre une note, hein, 17 sur 20. 17 sur 20, ouais, c'est pas mal. Vaas, un méchant légendaire, une liberté de malade, un gameplay jouissif, les animaux qui t'attaquent au pire moment. Et toi, t'as déjà expérimenté la définition de la folie ? Bienvenue sur cette île. C'est peut-être pas la plus accueillante du monde, mais aujourd'hui on a plongé dans Far Cry 3, ce jeu où tu pars en vacances et où tu finis par repeindre la jungle avec des litres de sang. Entre explosions, tatouages, monologues de Vaas qui te font douter de ta santé mentale, Far Cry 3 c'est un vrai guide de survie pour devenir le Rambo de tes rêves ou un mec paumé en short cargo. Des balles, des flammes, des champis douteux, des pirates avec le QI d'une huître, et bien sûr Vaas, le mec qui a inventé la définition de la folie, rien qu'en existant. Alors Far Cry 3, ça a bien vieilli ou c'est juste une grosse nostalgie en HD ? Laisse en commentaire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon Vaas va te raconter une histoire encore. Shadow of the Colossus, le jeu où on te donne un cheval, une épée et une mission incroyablement vague. Tue des colosses, ça ira mieux après. Tu t'ébarques dans un monde magnifique mais désolé, peuplé uniquement de géants silencieux et d'un dieu qui parle comme un DJ sous acide. Et toi, tu y crois. Parce que tout ce que tu veux, c'est sauver une fille qui ne t'a même pas demandé de faire tout ça. Sérieusement, elle a rien signé. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Tu passes des heures à galoper des plaines vides, juste pour trouver un colosse qui n'a rien demandé à personne. Ces créatures, c'est des œuvres d'art vivantes, des montagnes qui bougent. Mais toi, armé de ton couteau à beurre et de ta détermination, tu les escalades comme un fou. Et à chaque fois, tu les fais tomber. Tu te sens un peu coupable, parce que oui, au fond, ce jeu, c'est une gigantesque métaphore sur la destruction, la solitude, et probablement sur le fait de ne jamais ramasser un combat que tu ne comprends pas. Et la fin. Pas de spoiler. Mais disons que Shadow of the Colossus, c'est comme un cours de philosophie mélangé à un film d'auteur. Chaque colosse est une leçon, chaque victoire est une défaite. C'est un chef-d'œuvre qui te fait dire mais pourquoi je fais tout ça ? Tout ça t'empêchant de te lâcher, tout ça en t'empêchant de lâcher ta manette, c'est fort. Bref, un classique intemporel, qui prouve que parfois, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est un jeu qui te met face à des géants, et à ta propre conscience. Dans ce chef-d'œuvre, intemporel, il est sorti sur PS2, PS3, PS4, peut-être même PS5, on explore la beauté de l'open world, la complexité de l'histoire, le sentiment étrange de vaincre des créatures qui n'ont rien demandé. Découvrez pourquoi ce jeu continue de captiver les joueurs, même des années après sa sortie. Entre combats épiques et moments de solitude, Shadow of the Colossus est bien plus qu'un jeu. C'est une vraie expérience.
Fallout New Vegas, c'est plus qu'un jeu, c'est une claque en pleine figure, un miroir cassé où on ose à peine regarder. Dans cet univers de chaos et de violence, il y a quelque chose de terrifiant qui nous attire et qui nous dégoûte à la fois. Parce que New Vegas n'est pas un simple monde de science-fiction dévasté par les bombes, non, c'est une vision brutale, presque prophétique de ce qui arrive quand la civilisation s'effondre et que chacun révèle sa vraie nature. Ici, pas de super-héros, pas de sauveurs, juste des survivants, des manipulateurs, et devinez quoi ? On se rend compte que c'est probablement ce que nous serions tous. Le jeu nous lance en pleine gueule des choix immoraux, et c'est peut-être là son génie. New Vegas nous laisse libres, et cette liberté révèle quelque chose de gênant. Que faisons-nous quand toutes les règles disparaissent, quand il n'y a plus de société pour nous contrôler ? Qui devenons-nous quand tout est permis ? On est face à des décisions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, juste cruelles et inutiles. On aide des factions tout aussi corrompues les unes que les autres, on tue, on ment, on trahit. Pourquoi ? Pour avancer, pour gagner quelques caps, pour survivre dans un monde où la survie n'a plus de sens. Et Las Vegas, cette ville de lumière au cœur des ténèbres, symbole du rêve américain qui refuse de mourir. Même après l'apocalypse, parodie de ce que nous sommes devenus. Fallout New Vegas expose un monde où les pires côtés de l'humanité ne sont pas des exceptions, mais la norme. Et le pire, c'est qu'on aime ça. Ce monde déchiré est peut-être ce qui nous attire parce qu'il montre nos véritables désirs, puissance, contrôle, satisfaction immédiate. Et en jouant, on se demande, est-ce vraiment de la fiction ? Imagine que tu lances un jeu Resident Evil, à quoi tu t'attends ? À des couloirs sombres, des munitions rares, des zombies terrifiants, une ambiance oppressante ? Un peu tout ça, bref, tu t'attends à un survival horror. Mais à la place, le président des États-Unis se transforme en zombie, des explosions détruisent la ville entière et Léon S. Kennedy glisse sur le sol en tirant au ralenti, comme dans un film de Michael Bay. Bienvenue dans Resident Evil 6, le jeu le plus ambitieux, le plus controversé de toute la saga. Chef-d'œuvre incompris ? Catastrophe totale, un peu des deux. Aujourd'hui, je vais enfin répondre à cette question. Le contexte, Capcom voulait voir grand, très grand. En 2012, Resident Evil, RE, c'est déjà une légende. Les fans adorent Resident Evil 2, Resident Evil 4, les tests sont dispo sur ma chaîne bien sûr, mais après l'énorme succès de Resident Evil 4, vous l'avez tous vu, Capcom décide d'aller plus loin. Le but ? Créer le Resident Evil ultime, gigantesque, plusieurs campagnes, plusieurs héros et une histoire mondiale. L'histoire c'est 4 campagnes, 4 visions. Resident Evil 6 raconte 4 histoires différentes. Chaque campagne change complètement le gameplay. La campagne de Léon, dans la campagne de Léon S. Kennedy, on retrouve l'ambiance classique d'un Resident Evil. Zombies, ville sombre, mystère et honnêtement, c'est la campagne préférée des fans. D'ailleurs, je n'ai fait que celle-là moi dans le jeu. La campagne de Chris, ensuite. Là, ça devient presque un Call of avec zombies. Explosions, armes lourdes, soldats infectés, spectaculaire, mais très loin du survival horror. Et la campagne de Jack, Jack Muller, le fils d'Albert Wesker. Sa campagne mélange poursuite, combat au corps à corps, poursuite, action intense, un peu comme un jeu d'action pur, un peu plus classique pour la campagne de Jake, et la campagne d'Ada, la mystérieuse Ada Wong, et un peu, voilà, olé olé. Sa campagne est plus orientée infiltration et mystère. Elle relie toutes les campagnes entre elles. En fait, pour le gameplay, pour vous parler simplement du gameplay de ce Resident Evil, c'est le plus complet. Resident Evil 6 possède un gameplay très riche, très niche. On peut tirer en courant, esquiver, glisser au sol, combattre au corps à corps. Pour l'époque, c'était très avancé. Mais il y a un problème. Le jeu explique très mal toutes ces différentes mécanique. Et pour le résultat, beaucoup de joueurs n'ont jamais utilisé la moitié des possibilités du gameplay. Si on le compare avec R4, c'est impossible de ne pas le comparer avec Resident Evil 4. Resident Evil 4 était simple, efficace, parfaitement rythmé. Resident Evil 6, lui, est gigantesque, complexe et souvent chaotique. C'est un jeu en fait trop ambitieux pour son propre bien. Le problème de ce jeu, c'est que Resident Evil 6 veut être trop de choses à la fois. Un survival horror, un shooter, un jeu d'action, un blockbuster hollywoodien, parfois ça marche, mais parfois c'est juste confus. Pourtant, le jeu a aussi de belles qualités. Malgré toutes ces critiques, Resident Evil 6 possède des points forts. Déjà, énormément de contenu, un gameplay très technique, un mode coop très fun, et surtout certaines scènes complètement spectaculaires, des faits intéressants aussi. Resident Evil 6 est un des jeux les plus chers jamais développés par Capcom. Le jeu a demandé des centaines d'heures de production, des centaines de développeurs, des années de production et un budget énorme. Capcom voulait vraiment créer le plus grand Resident Evil de tous les temps jamais fait. Et à la verdict, malheureusement à sa sortie, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Resident Evil 6 a divisé les joueurs. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté, mais avec le recul, beaucoup de fans commencent à le réévaluer.
Parce que malgré ses défauts, c'est un jeu unique dans la saga. Finalement, Resident Evil 6, c'est un peu comme une expérience folle. Un jeu qui voulait tout faire, tout montrer, tout exploser. Et même si ça ne fonctionne pas, c'est tout ce qui rend ce jeu extrêmement fascinant. Je sais pas quel est votre Resident Evil préféré, moi ça aurait tendance à être le 4 et le 1, j'aurais tendance à vous dire parce que c'est ceux que j'ai le plus joué. Le 6, j'ai pas eu suffisamment l'occasion d'y jouer, j'ai même pas eu l'occasion de le finir. J'ai fait la campagne de Léon, j'avais passé un très bon moment dessus, j'aimerais bien le finir un jour hein, si j'ai le temps. Le 5, je l'avais fini et j'avais trouvé peut-être le 5 un peu moins fou. Hein, c'était vraiment à l'époque où j'ai fait Code Veronica X, hein. Allez voir celle sur Code Veronica, d'ailleurs vous êtes beaucoup à me donner de la force, hein, Code Veronica, peu de gens ont parlé de Resident Evil Code Veronica, donc allez voir ça, c'est sur ma chaîne, force à tous, abonnez-vous, pouce bleu, et à très très vite. Si la vidéo t'a plu, hein, tu me laisses un like, tu me dis ton Resident Evil préféré en commentaire, et tu t'abonnes pour pas rater tous les autres tests. À l'époque où on m'avait offert la PS4 avec Fallout 4, on m'avait aussi offert Uncharted 4. Bienvenue dans ce test d'Uncharted 4, le dernier chapitre des aventures de Nathan Drake. Clairement un des jeux les plus marquants de la PS4, mais une question reste, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou juste un gros blockbuster bien réalisé? Eh ben c'était Hollywood, hein. Uncharted 4 c'était avant tout une aventure, un mélange d'explosions, d'escalades, d'énigmes, beaucoup de gunfight. Le tout dans une mise en scène digne d'un film, clairement c'est sa plus grande force. Le jeu te faisait vivre une aventure, une histoire magnifique, pas juste jouer. Le gameplay plus que classique, mais plus que maîtrisé. Le gameplay reprenait toutes les bases de la série, escalade, exploration, combat, infiltration, rien de révolutionnaire, mais tout ça est parfaitement exécuté. Déplacement plus que fluide, combat dynamique, phase d'infiltration qui apporte tellement de variété. L'exploration justement, le level design, c'était pour moi la grosse amélioration de cet épisode. Enfin des zones ouvertes, tu peux explorer davantage, enfin chercher des trésors, enfin différents chemins, plus de liberté que dans les anciens Uncharted, même si on reste sur quelque chose de guidé et ça me dérange pas, je préfère un bon jeu couloir comme ça qu'un jeu mal fait. La mise en scène c'était clairement une masterclass, tout le monde est d'accord, cinématique, transition, dialogue, tout est fluide, naturel, c'est plus l'impression de jouer dans un film. La plupart des scènes sont juste incroyables, Nathan Drake est toujours aussi charismatique, les personnages sont si bien écrits, ce qui marque ici c'est l'écriture, cette relation entre personnages qui est vraiment profonde, humaine, on sent que c'est la fin d'une aventure, ça fonctionne tellement, et les graphismes, faut qu'on en parle, c'était tellement une claque pour l'époque, visuellement c'est tellement impressionnant même aujourd'hui, ces environnements sont tellement détaillés, ces animations sont tellement réalistes et les expressions faciales sont juste incroyables. C'était clairement, vraiment clairement, une vitrine technique de la PS4. Cette bande son, cette musique est excellente. Les musiques qui accompagnent parfaitement l'aventure, le doublage de très haut niveau. Franchement, il y a quelques défauts, mais malgré ça, le jeu n'est pas complètement parfait, hein. Gameplay complètement classique, pas d'innovation, certaines phases un peu longues, un jeu très scripté, tu suis une histoire, hein, t'as pas vraiment de liberté. En fait, c'est un excellent jeu, une mise en scène incroyable, des personnages bien écrits, des graphismes impressionnants, une aventure immersive, mais par contre, c'est un gameplay vraiment pas innovant, très linéaire, aucune rejouabilité je trouve. Moi une fois que tu l'as fait une fois, je vois pas l'intérêt d'aller justement le refaire, parce que honnêtement certains le referont, moi j'ai pas vu l'intérêt. Par contre le petit mode online, je me souviens à l'époque, c'était un peu mal fait, il y avait beaucoup de cheats, mais ça pouvait permettre de passer un peu le temps. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, sans hésiter. C'est une expérience à faire au moins une fois si tu ne l'as jamais fait. C'est pas une révolution, mais c'est un jeu qui dure moins de 20 heures. Franchement, extrêmement maîtrisé. Une conclusion parfaite pour la saga. Même si t'as pas fait les 3 autres, moi j'avais fait que le 2 et le 3, j'ai pas fait le 1. Tu fais le 4, franchement direct, et tu vas kiffer. Est-ce que t'as adoré? Est-ce que t'as trouvé ça surcoté? Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi, on se retrouve pour le prochain test. Est-ce que Fury c'est un chef-d'œuvre ou juste un jeu frustrant? Bienvenue dans mon test de Fury, un jeu sorti en 2016 sur PS4 puis sur Switch et qui a marqué pas mal de joueurs avec son style unique. Un mélange de boss rush, de bullet hell et de combat au corps à corps, le tout avec une direction artistique ultra stylée. Mais est-ce que Fury est un chef-d'œuvre ou un jeu injustement difficile? Moi j'y avais beaucoup joué, hein, vraiment en 2016 quand il venait de sortir, à un moment il a été gratuit sur le PSN et je y ai beaucoup joué. Et le concept de Fury, pour ceux qui débarquent, un boss rush pur et dur. Fury c'est simple, pas de map ouvert, pas de quête secondaire, pas de remplissage, tu enchaînes seulement des boss et c'est tout. Chaque combat, un duel intense contre un gardien. Et chaque combat, tu as des phases de marche très calmes, presque contemplatives, un contraste total avec l'action.
Ce gameplay précis, exigeant, sans pitié. Ce gameplay, c'est vraiment le cœur du jeu. Et là, clairement, Fury, bah, il rigole pas du tout. Tu dois maîtriser les esquives, les parades, les tirs à distance, le corps à corps. Chaque boss est un test de skill. Le jeu ne te fait aucun cadeau. Tu meurs souvent, très souvent, et à chaque mort, tu vas comprendre pourquoi. Et tu progresses. C'est du pur die and retry. Ces combats intenses et mémorables. Chaque boss a plusieurs phases, des patterns différents, des mécaniques uniques et surtout une identité propre. Tu ne combats jamais deux fois la même chose. Certains affrontements sont vraiment marquants. Le jeu te pousse à apprendre, t'adapter, rester concentré en permanence. Et en plus de ça, comme tu le vois là sur l'écran, il est vraiment magnifique. Il doit plus coûter si cher. Sur Switch, en plus, très abordable. Parce que pour des petites sessions ou pour s'entraîner un petit peu, je pense que sur Switch, c'est extrêmement sympa. Si je le trouve en boîte sur Switch, je n'hésiterai pas à l'acheter. La direction artistique, c'est un style qui marque. Visuellement, Fury est incroyable. Style graphique inspiré de la BD, couleurs vives, design futuriste. Chaque boss est unique, chaque environnement sa propre ambiance, minimaliste, ultra efficace. Les musiques, c'est une masterclass. On parle d'un des plus gros points forts du jeu. Cette bande-son exceptionnelle, électro, nerveuse, parfaitement synchronisée avec l'action. Chaque combat devient une vraie montée d'adrénaline. C'est simple, la musique fait 50% de l'expérience. Mais Fury n'est pas parfait. Déjà, sa difficulté peut clairement rebuter. Si t'aimes pas recommencer encore et encore, ça va être compliqué, ça va pas te plaire. Ensuite, le jeu est assez court. Une fois terminé, il n'y a pas de contenu supplémentaire. Et les phases de marche entre les combats peuvent casser le rythme pour certains joueurs. Vraiment, Fury, en verdict, c'est un jeu complètement à part. En fait, moi je suis tombé dessus vraiment en 2017-18. Je pense que j'avais pas la maturité encore pour apprécier ce genre de jeu, ou la maturité, ou la compréhension. Mais avec la vague de jeux indépendants qu'on a eu là, avec les Hollow Knight, les Hades et Cult of the Lamb, qui nous ont fait un peu revoir notre façon d'aimer le jeu vidéo. Parce qu'à l'époque, on va dire que j'étais peut-être plus impressionné par Assassin's Creed Odyssey, qui est un jeu excellent, mais comme on l'a vu, cette redondance de monde ouvert a lassé énormément de joueurs. Fury n'était pas parfait, ça c'est sûr, mais en tout cas ce jeu à part, avec ce gameplay ultra précis, ces combats mémorables, cette direction artistique marquante, cette bande son exceptionnelle, ça laisse des souvenirs très différents et c'est très agréable à jouer, vraiment c'est très différent, mais je pense que si vous êtes là, vous êtes plutôt rodé sur les jeux vidéo un peu perchés, on en a vu énormément sur cette chaîne, de Felvidek à Balatro, vraiment on a fait le tour de tous les jeux un peu chelous. Là les gros défauts, trop difficiles, peu de contenu et c'est pas pour tout le monde. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, mais seulement si t'aimes les défis. Fury c'est pas un jeu casual, c'est un jeu qui demande patience, concentration et persévérance. Au final, c'est une expérience intense, unique et ultra stylée, mais clairement pas pour tout le monde. Et là où on dit casual, je mettrais un petit veto là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas forcément casual, et moi, entre guillemets, j'étais un hardcore gamer, mais je suis en train de devenir un joueur casual, c'est-à-dire un joueur qui va ne plus jouer 2 heures par jour, mais qui va jouer 3 à 4 heures par semaine. Et pour des petites séances, moi, je peux faire un jeu comme Fury en mode 2 heures, voilà, par semaine. Ça peut être très agréable. Donc, à vous de voir. Au final, c'est une expérience unique, intense, très stylée, pas pour tout le monde. Et toi? Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as réussi à finir Fury ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ont rage quit? Je crois que j'ai rage quit au 2e ou 3e boss. Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi et on se retrouve pour le prochain test. Tu sais, il y a des jeux qui te prennent pas par la main, pas de tutoriel qui t'explique comment tenir une épée, pas de PNJ qui t'appelle « s'il te plaît l'élu, viens sauver le monde ». Non, Bannerlord te regarde droit dans les yeux, souffle froid et te dit « t'es personne, débrouille-toi ». Et c'est là que tout commence, c'est l'ascension du rien. Tu spawns avec 3 bouts de tissu, un cheval boiteux, un rêve complètement stupide, devenir roi. Oui, littéralement roi, comme Simba. Pas héros, pas mercenaire, roi. Le genre de truc dans la vraie vie, tu arriveras pas. T'as 999% de chance de pas réussir. Mais là, on parle de Calradia. Un jeu où tout est possible tant que t'es prêt à saigner, brûler, perdre, recommencer, retourner, saigner. L'histoire, ton histoire, et c'est là la première magie de Bannerlord. Y a pas d'histoire. C'est toi l'histoire. Tu veux devenir le chef d'une tribu de pillards Kuzaïtes? Tu peux. Tu veux devenir le marchand pacifiste et dominer l'économie? Oui, c'est totalement variable. Tu veux capturer les rois, détruire des empires, faire tomber des nations entières?
C'est pas seulement possible, c'est encouragé. C'est un jeu bac à sable médiéval où chaque action laisse une trace sur le monde et ce gameplay, surtout sur PS5. Soyons honnêtes, la version PC qui existe depuis 1843, la version PS5 arrive avec quelques compromis, mais c'est enfin jouable confortablement dans son salon, les batailles massives qui tiennent la route, les sièges toujours aussi épiques, même si parfois l'IA a un peu l'intelligence d'un pigeon dépressif. L'interface, toujours bon. C'est comme essayer de faire du jogging avec des patates chaudes. Faut s'habituer, mais le plaisir est vraiment là. Changer avec ta cavalerie dans une armée en criant IRL, ça n'a vraiment pas de prix. Et parlons de ces combats. On sent le poids, la vitesse, on sent quand tu rates. C'est pas un hack and slash un peu bête. C'est un duel technique, timing, lecture du mouvement. Tu peux perdre contre un paysan. Et ça fait mal dans ton âme. Ce monde vivant, impitoyable et sans pitié. Comparé à Skyrim, ici t'es pas le héros. Comparé à Total War, t'es sur le champ de bataille, t'es pas derrière une caméra. Et comparé à Kingdom Come Deliverance, ici tu construis une dynastie. Le monde existe sans toi, et ça c'est assez impressionnant. Les nobles s'allient, se trahissent, se marient, prennent des forteresses, perdent des guerres. Tu peux littéralement rater un moment historique si tu n'es pas là. Et ça donne l'impression d'être un grain de poussière dans une tempête d'acier, jusqu'au jour où c'est toi la tempête. Le moment cinématique, c'est le déclic. C'est tu viens de ton cheval boiteux du début, maintenant tu chevauches à la tête de 100 cavaliers bardés d'acier. Ta bannière flotte au vent, tu hurles ton ordre, chargé, et la terre tremble. À ce moment-là, tu te dis, ok, je suis peut-être devenu quelqu'un. Bon, faut que je te parle quand même un peu de ses défauts, parce que c'est important. Il y a cette IA un petit peu stupide. Le grind, qui peut être long, très long le grind, je te jure. La politique du royaume, c'est comprendre un tableur Excel, mais en latin. Mais si tu restes, si tu apprends, si tu observes, ce jeu va finir par récompenser chaque effort comme aucun autre. Conclusion, pour qui est ce jeu ? Si tu veux être nourri à la cuillère, ce jeu n'est pas pour toi. Si tu veux de l'action immédiate, passe ton chemin. Si tu veux construire, ressentir, grandir, perdre, recommencer, dominer, alors bienvenue parmi nous, Calradia t'attend. Franchement, c'est vraiment très très cool. J'ai découvert ce jeu grâce à Okai, et au même titre que j'ai découvert Kenshi grâce à lui et que vous avez adoré Kenshi sur ma chaîne, et Fear and Hunger, vous avez aussi adoré, dédicace à tous ceux qui me suivent pour Fear and Hunger en ce moment, et du coup, Moonteblade Bannerlord 2, c'est incroyable. Je ferai peut-être des vidéos de ma partie quand elle aura avancé. Force à tous, je suis fatigué. N'hésitez pas à mettre le prochain jeu que vous voulez voir en commentaire, sachant qu'on a déjà vu plus de 600 jeux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les regarder, il y a tout, du jeu rétro, du MMORPG, du très récent, du pas encore sorti, donc allez voir tout ça. Merci à tous de me suivre depuis aussi longtemps. À très vite. Au moins, je n'aurais pas attendu tous ces siècles pour rien. Le voilà enfin celui qui va libérer notre jeune roi de l'éternel tourment. Je me présente. Je suis Merlin l'Enchanteur. Suis-moi, jeune chevalier. Laisse-moi t'expliquer. Imagine un jeu vidéo inspiré d'un parc d'attractions. Non, attends, c'est pas juste un parc, c'est le Puy du Fou. Vikings, chevaliers, gladiateurs, machine à remonter le temps culturel, et tu te dis pourquoi pas. C'est là que le Puy du Fou PS4 débarque. C'est un croisement inattendu entre un Assassin's Creed et un spectacle de fin d'année chelou. Et tu sais quoi, ce jeu est une anomalie, une relique, un ovni, et je vais te dire pourquoi, c'est fascinant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le gameplay, c'est vraiment un tour de manège vidéoludique. Le Puy du Fou sur PS4, c'est pas un beat'em all, c'est pas un RPG, c'est même pas un jeu de gestion. C'est une collection d'expériences narratives, interactives, vaguement éducatives. T'incarnes plusieurs personnages historiques de différentes époques, dans des séquences qui flirtent avec le Walking Simulator. Quelques QTE et parfois un soupçon de mini-jeu façon Wii Party, mais avec des casques de chevaliers. Chaque tableau est inspiré d'un spectacle réel du parc. Tu revis la légende du Clovis, les invasions vikings, ou encore le destin tragique d'un jeune poilu 14-18. Sur le papier, c'est ambitieux. Dans la manette, c'est un peu raide, parfois touchant, souvent curieux. L'histoire, le jeu t'enseigne, ou il essaye en tout cas. Le scénario, c'est un patchwork de récits historiques. T'as pas vraiment de trame principale, t'as plutôt un best-of, des moments forts des spectacles vivants du Puy du Fou. C'est un peu comme si tu regardais Secret d'Histoire. Mais c'est toi le personnage principal. Et attention, car le jeu essaye vraiment de t'émouvoir. Musique épique, voix off solennelle, et mise en scène digne d'un téléfilm de France 3 tourné au ralenti. La technique, c'est le problème. C'est une pièce de théâtre figée dans le temps. Graphiquement, on est plus proche de la PS3 que de la PS4, soyons honnêtes. Animation rigide, visage figé, mais bizarrement, on s'y attache.
Il y a un charme désuet, comme une manette de train un peu bancale que ton tonton te montre fièrement, une maquette plutôt. C'est pas parfait, mais c'est sincère. Et niveau gameplay, disons que ça se laisse jouer. Tu vas pas passer 40 heures dessus, c'est sûr, mais en 4-5 heures, tu vis un spectacle interactif vraiment unique. Un peu comme si Beyond Two Souls s'était perdu à la ciné-cénie. C'est vraiment unique, y a pas d'autre jeu comme ça. Point. Tu peux chercher. T'as Assassin's Creed qui t'amène dans le passé, oui, mais qui te laisse assassiner aussi la moitié de Paris. Ici, tu regardes, tu marches, tu ressens. C'est lent, c'est contemplatif. C'est quasiment naïf, mais c'est ce qui rend le Puy du Fou sur PS4 aussi unique. Et c'est aussi un des seuls jeux français qui n'a pas peur d'assumer son identité culturelle jusqu'au bout. C'est kitsch, oui, mais c'est aussi une déclaration d'amour au patrimoine. En résumé, est-ce que ça vaut le détour ? Bah, Puy du Fou PS4, c'est pas un grand jeu, c'est un ovni, c'est une curiosité, c'est un projet qui aurait pu ne jamais exister. Et rien que pour ça, ça mérite d'être testé, parce qu'il y a quelque chose de profondément sincère derrière ses défauts, et dans un monde vidéoludique souvent formaté, ça, c'est très précieux. Ça fera vraiment plaisir à des enfants qui n'ont pas l'occasion de tester le parc, de pouvoir le voir en fait à travers l'écran, et puis ça peut vous ramener plein de souvenirs si jamais vous avez fait le parc. Donc très intéressant et surtout en plus inédit, j'ai entendu personne en parler, j'ai vu une vidéo à peine sur YouTube, je pense que je suis le deuxième, et qu'on est les seuls à avoir parlé de ce jeu un peu étrange, un peu hors du temps, qui est très cool. Honnêtement je pense l'acheter, hein, il est à 30 € sur le site officiel du Puy du Fou, c'est pas sponsorisé par eux, mais bon, force à tous et à très vite. Un RPG au tour par tour dans un monde gangster avec des invocations de homards géants, des coups spéciaux de businessman et un héros qui cite Dragon Quest comme s'il parlait de la Bible. Non, c'est pas un rêve, c'est Yakuza Like a Dragon. Et ce jeu, c'est une gifle cosmique dans la mâchoire de tout ce que vous pensiez savoir sur le jeu vidéo. Le premier choc vient du gameplay. Si tu viens pour du beat'em up classique, détrompe-toi. Ici, on est dans du RPG tour par tour, oui, t'as bien entendu. Un système à la Final Fantasy avec job, statistiques, tour. Mais dans la rue avec des clodos kamikazes, des businessmen armés de classeurs et des invocations qui n'aurait aucun autre sens dans un jeu autre que celui-là. Et pourtant, ça marche, c'est fun, c'est stratégique et c'est terriblement drôle. L'histoire, maintenant. Tu incarnes Ichiban Kazuga, un gars un peu paumé, un yakuza loyal, largué par son clan et abandonné dans le monde. Mais Ichiban, c'est pas juste un voyou, c'est un héros de JRPG dans un monde réaliste. Et ça, c'est fou. Il voit sa vie comme une quête épique, avec des alliés, des quêtes secondaires farfelues et des boss en costard-cravate. Et ça fonctionne. Ce mec, tu t'y attaches. Il est touchant, sincère, con comme un balai, mais tu veux qu'il réussisse, tu veux l'accompagner jusqu'au bout. Mais alors, à quoi ça ressemble vraiment ? Bah, c'est très bizarre. C'est un mélange entre GTA, Dragon Quest, Shenmue et un peu de South Park. Et tu obtiens ce cocktail, détonnant, bizarrement cohérent, qu'est Yakuza Like a Dragon. Y a rien d'autre qui lui ressemble à part les autres jeux Yakuza. Et encore, graphiquement, Yokohama est superbe. C'est pas du AAA façon Red Dead Redemption 2, mais les rues fourmillent de vie, de couleurs, de personnages tous plus cinglés les uns que les autres. Et la mise en scène est complètement folle, parfois ultra sérieuse, presque dramatique, et 30 secondes plus tard, tu files un job de danseur disco à ton tank humain. Ce jeu, c'est un grand écart permanent entre le sérieux et l'absurde. Et ça, c'est du génie pur. Et la musique. Entre les musiques épiques des combats, les thèmes jazzy de ville, les BO d'invocation qui frisent le ridicule, chaque morceau te plonge dans un univers qui n'a pas peur de se moquer lui-même, tout en t'offrant un spectacle de qualité. En résumé, les points forts, ce système de combat au tour par tour, fun et original, ces personnages tellement attachants, une histoire prenante, vraiment entre humour débile et drame poignant, l'univers Yakuza, mais sous acide, et ces mini-jeux, ces mini-jeux, gestion d'entreprise, karting, quiz cinéma. Point faible, c'est que c'est peut-être un peu déroutant pour les fans de l'ancien gameplay, et quelques longueurs si on n'est pas fan de dialogue ou de cutscene, et il faut aimer l'humour bien sûr, bien japonais. Vraiment, Yakuza Like a Dragon, c'est un pari risqué, qui aurait pu s'écraser comme une pizza froide, mais qui atterrit comme une météorite en plein cœur de ton cœur de joueur. Barré, audacieux, profondément humain, le genre de jeu qui ne se contente pas de te divertir. Il t'embarque, t'émotionne, et te donne envie de recommencer une partie, juste pour voir Ichiban danser en cravate. Bref, une œuvre culte, un ovni vidéoludique à ne pas rater. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer celui sur les pirates, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Bon, Fallout 4, c'est la zone, littéralement. C'est un monde ouvert en post-apo qui, sur le papier, te vend l'aventure ultime. Et dans les faits, c'est quasiment tout le temps vrai. Tirer avec un fusil laser sur un super mutant dans un parking irradié pendant que tu fais fuir une goule explosive en arrière-plan, c'est un mardi classique dans le Commonwealth. Mon premier platine, ce jeu est incroyable. Mais au niveau de certaines mécaniques, on en est où ? Bethesda a repris la formule de Skyrim et l'a saupoudré avec du Mad Max. On a un VATS, système de tir assisté, toujours présent
présent, mais en temps réel ralenti. Plus fluide, moins cheaté qu'avant, le feeling des armes est vraiment amélioré, et on peut dire que Fallout est quasiment un vrai FPS, ou presque, parce qu'il y a encore une sensation un petit peu molle. Surtout si t'as pas encore looté le bon flingue ou crafté cette mitrailleuse de l'apocalypse. Mais bon, le jeu était incroyable. Quelques points bonus, ce système de création d'armes était incroyable. Le système de création d'armure aussi. Tu pouvais faire des modes de ouf, transformer un pistolet en fusil à pompe à triple canon qui tire des boulons rouillés. C'était très cool, c'était ça Fallout. Et puis il y avait son histoire entre drame familial et politique nucléaire. Là on part sur du sérieux. Le pitch, ton enfant a été enlevé pendant ta cryogénisation. Et tu vas traverser tout Boston dévasté pour le retrouver. Dit comme ça, c'est poignant. Mais Bethesda étant Bethesda, l'émotion s'arrête parfois à la porte du dialogue. Les choix de dialogue à 4 façons, options. Bien, méchant, sarcastique, question. C'est cool, mais ça manquait des fois un peu de nuance. Mais les factions, elles, c'était le vrai sel de l'histoire. Brotherhood of Steel, Institute, Railroad. Vous allez devoir choisir entre la sécurité robotisée ou la liberté humaine. Un peu comme dans un débat Twitter, mais avec des bombes atomiques. Le tout est plutôt bien foutu, même si certains arcs narratifs sentent la redite d'un peu de Fallout 3. La nouveauté de Fallout 4, c'était le système de colonie. Et là, attention. Soit tu deviens le roi du bricolage, soit tu balances tout à la benne et tu continues à démembrer des pillards. Tu peux littéralement recréer une ville entière, poser des murs, gérer la bouffe, l'eau, la défense. Mais si t'es là pour l'histoire, ça peut te ralentir. Heureusement, t'es pas obligé, mais c'est une partie du jeu que j'avais vraiment kiffé moi à l'époque. Mon premier platine, j'ai fait les 4 factions, c'était incroyable, il suffisait de sauvegarder au bon moment et vous pouviez faire tranquillement la quête de votre faction, revenir et puis gérer cette histoire de base et c'était très très cool, j'avais monté la base à fond pour le platine, c'était vraiment sympa, d'ailleurs je suis en train de retrouver un peu ça là avec Palworld, même si c'est un jeu qui a rien à voir mais vraiment très 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 lourd. Mention spéciale à Nick Valentine, un détective synthétique au cœur plus humain que la moitié du casting de Grey's Anatomy, ou encore Piper, la journaliste relou mais adorable, on se souvient de ces personnages, ses compagnons sont vraiment marquants. D'autres, c'était juste des sacs à loot. Mais tous ont leur mini-quête, leur développement, qui te pousse vraiment à t'y attacher, et en plus tu peux avoir une romance, même dans un monde qui sent la cendre. Fallout 3 avait l'ambiance, New Vegas avait l'écriture, Fallout 4 a les explosions. Plus d'action, moins profond sur certains points, mais beaucoup plus accessible. Si vous êtes un puriste de l'ancienne école, vous trouverez ça casualisé. Si vous découvrez la série, c'est le meilleur point d'entrée, ça c'est sûr et certain. Certains préfèrent Fallout 3 pour l'ambiance, personnellement je l'ai pas fait malheureusement. New Vegas avait une écriture incroyable, je reconnais que les personnages de New Vegas étaient extrêmement bien écrits, le jeu était sans doute un petit peu plus dur. Donc ça dépend de votre niveau de joueur, de votre âge. Si vous avez fait Fallout 4, foncez sur New Vegas, je pense que vous passerez un bon moment. Mettez tout en difficulté maximum et éclatez-vous. Fallout 4, c'est un jeu qui marche entre deux mondes. Le RPG narratif hardcore d'autrefois et le shooter d'aventure grand public, qui trébuche, certes, mais qui offre quand même des dizaines d'heures d'exploration, de loot, de décisions morales et de baston contre des crabes géants, vraiment incroyable. Franchement, ça reste un voyage que je referais avec ou sans combinaison en tirade. Alors, Fallout 4, moi c'était mon premier platine, mais pour toi c'est un chef-d'œuvre sous-estimé ou un RPG édulcoré? Ce qui est sûr c'est que ça a laissé une empreinte radioactive, même une armure assistée ne pourra pas t'en protéger. Imagine un monde où Son Goku affronte Luffy ou un autre monde où les personnages de Yu-Gi-Oh se battraient contre ceux d'Hunter x Hunter. Tout ça pendant que Yusuke Urameshi clope tranquille dans son coin. C'est pas une fanfiction écrite à 3h du mat sur un forum de 2009, c'est G-Star Victory VS Plus sorti en 2015. Ce jeu c'était l'équivalent d'un buffet à volonté pour tous les fans de manga. Tu choisis ton héros, tu cognes, tu cries et tu pries pour que ton pote ne spamme pas Naruto mode Kurama. G-Star, c'est une arène 3D à la sauce Tenkeshi, mais version Battle Royale de Shonen. Les arènes sont vastes, destructibles, parfois magnifiques et parfois horriblement vides. Le système de combat, un mix de combos simples, de transformations stylées et d'attaques ultimes bien trop longues. Mais bon, qui n'a jamais voulu voir Kenshiro exploser Freezer en hurlant Atata? Et pourtant, le gameplay, bien plus qu'explosif, sent parfois le manque de finition. Entre la caméra qui part en freestyle et l'IA qui te regarde sans bouger, t'as parfois l'impression de jouer un épisode filler de Bleach. L'histoire, oublie, c'est pas The Last of Us. Ici, c'est prétexte sur prétexte pour aligner des bastons de rêve. Tournoi dimensionnel, alliance improbable et une aventure sur une map en forme de planète avec des cases comme un Monopoly mal codé. Mais ce qui sauve le truc, c'est le fan service overdose. Des dialogues croisés entre personnages que tu ne verras jamais ensemble dans un animé officiel, genre Medaka qui remet en place Vegeta ou Aral qui poutre Kenshin. De l'or vraiment en barre. Si tu veux un vrai combat de manga,
Naruto Storm 4 te propose beaucoup mieux côté mise en scène. Si tu veux du multijoueur arcade, Dragon Ball Tenkaichi 3 fait mieux avec ses 10 000 persos. Mais J-Star c'est un peu autre chose, c'est un peu un fantasme, c'est ton cahier de collège où tu imaginais Light Yagami affronter Bob l'éponge. Et ouais, c'est perfectible, mais vraiment ça ose. Là où Jump Force est vautré en beauté dans un océan d'Unreal Engine 4 mal utilisé, J-Star VS Plus avait du charme, du cœur et des intentions nobles. Et surtout, il était fun, ce qui est quand même l'essentiel sur un jeu de ce style. J-Star Victory VS Plus, c'est un peu comme une vieille VHS retrouvée au grenier. Un peu flou, mais plein de souvenirs. C'est pas le meilleur jeu de baston, mais c'est une lettre d'amour aux otaku qui ont grandi avec ton ami Game One et les AMV Naruto Linkin Park. À tester, oui. À aimer, ça va dépendre de ton taux de nostalgie et à quel point tu aimes les mangas. À critiquer, bien sûr, mais à oublier, jamais. Si tu veux que je te parle un peu d'autres jeux de ce style, n'hésite pas à mettre un commentaire. Moi j'ai de très bons souvenirs sur ce J-Star justement, Victory VS+, il y a le personnage d'Assassination Classroom, là, le gros jaune, et puis il y a des combats, on peut mettre Yugi aussi. Donc je me souviens avoir fait de combats très sympas avec des amis. Malheureusement j'ai peut-être pas assez joué, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et à mettre le prochain jeu que vous voulez voir sur cette chaîne, si vous voulez voir un prochain jeu, parce que sinon... on va arrêter le concept tranquillement, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait énormément de jeux, je testerai peut-être quelques nouveaux, à voir, force à tous en tout cas, et à très vite. Londres, 1886, des chevaliers badass avec des pétoires steampunk qui claquent, des loups-garous plus nerveux qu'un modem 56K, et toi, face à l'un des jeux les plus controversés de la PS4, The Order 1886. Spoiler, c'est plus court qu'un speedrun Mario, mais est-ce que ça vaut quand même le coup? Moi j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu, on va voir ça ensemble. Première baffe, c'est sublime. Vraiment. C'est comme un musée interactif où chaque pavé, chaque moustache, chaque particule de fumée a été sculptée avec amour. Mais est-ce que c'est juste un bel emballage? Un petit peu, quand même. Le gameplay est un peu en pilote automatique. Le gameplay, c'est un peu comme être copilote sur Mario Kart à l'époque, tu vois. T'as l'impression de faire des trucs, mais t'es juste là pour accompagner. Les phases de tir sont correctes, mais il n'y a aucun moment de génie. Les QTE tombent plus souvent qu'un serveur le samedi soir. Le jeu te tient la main et ne te lâche jamais. Vraiment, le jeu te lâche jamais et te tient par la main tout le long. La durée de vie, et ça c'est quelque chose qui a vraiment été critiqué, c'est le vrai scandale du jeu. La durée de vie c'est 5 heures. Un marathon Netflix dure plus longtemps. Tu payes un AAA pour une expérience aussi brève qu'un TikTok. Et quand ça commence à devenir intéressant, bam, c'est fini. On dirait que le jeu arrache cuite. La conclusion, et encore c'est une conclusion que je ne partage pas totalement, mais en soi c'est assez réel. The Order 1886, c'est un trailer qui dure trop longtemps. C'est une vitrine technologique incroyable, mais un jeu qui n'a pas vraiment décollé. À faire par curiosité, et à petit prix si vous pouvez, mais... je vous conseille vraiment de le faire par curiosité. Parce que, oui, vous préparez-vous à rester sur votre faim. Ça, je suis d'accord. Préparez-vous à rester sur votre faim. Par contre, vous allez voir quelque chose d'assez surprenant. L'un des plus beaux jeux qui a jamais été fait. Des bisous, n'oubliez pas, même les plus beaux jeux peuvent être comme une pinata vide. Mais c'est pas exactement ça. Le jeu, trop court. C'est vrai que 5 heures... c'est extrêmement rapide, mais c'est 5 heures où vous êtes dans Hollywood. Le souvenir que vous en tirez de ces 5 heures, c'est que c'est 5 heures excellentes, où vous avez l'impression d'avoir regardé un gros film hollywoodien, comme à l'époque, et vous regardiez ce film sans jamais être lâché par la main. 5 heures où vous allez être pris par la main, certes, mais c'est 5 heures de grand plaisir, où que vous allez vraiment kiffer, et c'est 5 très belles heures. Donc, est-ce qu'on peut taper sur ce jeu? Non, pour moi non. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, qui est très cool, une belle vitrine technologique. Moi j'ai passé 5 heures, ces 5 heures qui sont passées très vite, qui n'ont l'air que d'une demi-heure. Et je trouve que la plupart des jeux aujourd'hui, on joue 5 heures, on a l'impression d'en avoir passé 10. Là on a un peu un ressenti de Baldur's Gate 3. On se dit c'est trop peu, c'était trop beau. Effectivement Baldur's Gate 3 c'est 120 heures quand même, et on se dit après 120 heures que c'était trop court. Donc c'est pas le même exploit. Mais c'est un jeu vraiment qui mérite d'être fait. C'est un peu un Fast and Furious. Il n'y a pas de grands moments, effectivement. Vous n'allez pas ressortir plus intelligent ou vous dire waouh, mais ce jeu. Mais en tout cas, vous allez passer du plaisir et c'est l'essentiel en fait. Moi, c'est ce que je recherche dans un jeu vidéo. C'est 5 heures, c'est agréable, ça va très vite, c'est très court, c'est baffe sur baffe de visuel. Les moments de gameplay quand même, il y a un moment où on récupère une arme, il y a un moment de gameplay qui est très sympa, qui m'a marqué. Et c'est un jeu
que j'ai envie de me refaire et que je trouve très très cool, alors que c'est un jeu que j'ai dû faire il y a quand même quelques années, il y a peut-être au moins 5 ou 6 ans, et 5 ou 6 ans après, je pourrais le refaire là, je l'avais fait sur PS4 à l'époque, et je pourrais le refaire sur PS5 là, si je le trouvais à petit prix. Donc franchement, si vous le trouvez un jour à 5 ou 10 euros, achetez-le, foncez. Ouvrez-vous une petite bière ou un petit J en fonction de ce que vous préférez. Vous allez passer un excellent moment sur ce jeu. En tout cas, je pense. Abonne-toi, à très vite et active la cloche, sinon un loup-garou viendra faire des QTE dans ton salon. Salut à toi, pilote en devenir. Aujourd'hui, je veux te parler de Titanfall 2. Ce jeu aurait dû éclater le game, littéralement, mais il s'est fait assassiner par son propre éditeur. C'est un FPS nerveux, des robots géants, une campagne solo qui te met des claques comme un tonton en colère. Accroche-toi, on décolle. Je vais commencer par te parler de ce gameplay, qui te rend vraiment surhumain. Dans Titanfall 2, t'es pas juste un soldat lambda qui rampe comme une limace sous la pluie. Tu cours sur les murs, tu glisses, tu faisais du patinage artistique avec un fusil d'assaut. Et surtout, tu peux appeler un titan du ciel pour tout éclater. Les sensations sont tellement fluides que passer à un autre FPS après, c'est vraiment comme conduire une Twingo après avoir piloté un avion de chasse. Et c'est vraiment ça, allez tester le multi. Je sais pas s'il y a encore des gens qui y jouent, mais le multi est incroyable. Et il n'y a pas que le multi, il y a aussi une campagne solo qui te brise le cœur et la mâchoire. Qui aurait cru qu'un FPS, pourtant plutôt multi, aurait une des meilleures campagnes solo jamais faites, au point que je l'ai platiné, c'est un des premiers platines que j'ai eu, je pourrais vous en parler du platine. La relation entre le pilote Jack Cooper et son titan BT-7274, c'est du Iron Giant version badass. Les missions, elles partent dans tous les sens, voyage temporel, puzzle de plateforme, infiltration, les bastons de robots titanesques qui te font sentir comme dans Pacific Rim, c'est exactement ça. La mission, cause et effet, un bijou du level design qui te fait sentir comme un roi du monde, un platine hyper accessible, le jeu est vraiment cool. Pourtant, le problème, c'est le multi. C'est un joyau qui a été boudé par les dieux du marketing comme le sont mes vidéos. Le multi, c'est l'apogée du fun. Tu te bats à l'échelle humaine, tu grimpes sur les titans adverses pour les démonter à la main, et dès que tu invoques le tien, la partie elle change complètement de dimension. Ça n'a rien à voir au moment où tu tues les titans et au moment où tu es le titan. Ça change vraiment tout. Le problème, IA il l'a lâché. Entre Battlefield 1 et Call of Duty, le jeu n'a jamais eu la lumière qu'il méritait. Pourquoi faut absolument y jouer aujourd'hui? Même si des années après, puisque ça fait déjà un petit bout de temps, Titanfall 2 ça reste un bijou intemporel. Les serveurs sont encore vivants, et ouais un petit peu, et le feeling est toujours aussi incroyable. C'est le genre de jeu qui te rappelle pourquoi tu kiffes les FPS. Pour les moments de pure adrénaline, les instants épiques que seuls les titans qui se mettent des mandales peuvent offrir. Ça fait on est un peu sur le jeu Apex, mais avec des titans en plus, et des grappins, et ça change vraiment tout. C'est génial. Pour résumer un peu, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça, le résumé. Titanfall 2, c'est que c'est une masterclass, un peu enterrée vivante que trop peu de gens connaissent. Si tu as jamais joué, fonce. Et si tu l'as déjà fait, relance-le. Et pour la plupart des geeks, on a tous l'impression que tout le monde le connaît, mais regardez autour de vous, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a tous passé de très bonnes heures dessus. On est nombreux à avoir passé de très 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 bonnes heures dessus. Il faudrait peut-être le relancer d'ailleurs, on verra peut-être s'il a pas pris une ride. Laisse un like si tu veux plus de tests pépites, abonne-toi, et sinon BT va débarquer chez toi si ça te chauffe. N'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi, et éventuellement à mettre le prochain jeu que tu souhaites voir dans la... Salut à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc si t'es là pour taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, n'hésite pas à t'abonner. Non, je plaisante. Je reprendrai jamais l'introduction de notre célèbre Chechounet, enfin je la reprends là, mais je la reprendrai jamais de façon récurrente. Force à lui, franchement c'est très très fort. Si vous connaissez pas Chechounet, n'hésitez pas à aller voir tous ces tests. J'ai fait ça, c'est vraiment juste une expérience sociale. Je tombais sur une vidéo de MrBeast qui au début il avait du mal à progresser, et en mettant le nom de PewDiePie dans ses vidéos, en fait ça l'a fait un peu décoller. Donc je me suis dit on va s'amuser, donc c'est formidable que vous soyez sur cette vidéo. Alors, Warhammer 40 000 Space Marine 2, bah c'est pas juste un jeu. C'est un coup de marteau énergétique dans la mâchoire. Les mecs de chez Relic Entertainment et Focus Entertainment se sont dit bon, c'est bien mignon de peindre des bonhommes en plastique, mais si on les envoyait broyer du Tyrannide en 4K 60 FPS avec un bolter qui fait autant de bruit qu'un avion de chasse. Et là, pouf, Titus débarque, le Space Marine qui ne rigole pas. Le mec est tellement stoïque qu'on dirait qu'il a été moulé dans du béton. Côté gameplay, ça suinte la brutalité. Chaque coup de tronçonneuse, chaque tir de bolter, c'est un poème sanglant qui te rappelle pourquoi l'Imperium est le patron. T'es là à dégommer des hordes de Xenos avec une telle précision que même les snipers de Call of rougiraient de honte. Et les tyrannides, parlons-en. C'est bestiole. Un mélange entre alien et un buffet à volonté qui te saute à la gorge. Ils arrivent par vagues. Et toi, t'es en plein milieu. Façon, tiens, goûte ça.
Résultat, t'as un balai de viscères qui t'éclate à l'écran, et c'est beau comme une fresque baroque. Sauf que là, c'est de la tripaille au lieu de chérubin. L'ambiance, elle est aussi lourde que le codex Astarte. Entre les décors industriels dystopiques et les champs de bataille qui ressemblent à un cauchemar après une soirée trop arrosée. Le jeu te plonge dans un univers tellement immersif que t'as l'impression de pouvoir goûter l'huile de moteur dans l'air. Bref, Space Marine 2, c'est pas pour les amateurs de fleurs et de chansons d'amour. C'est du brut, du lourd, un défouloir galactique où tu incarnes littéralement un tank humain. Alors, t'attends quoi pour mettre ton armure énergétique et partir exploser du Xenos? Plonge dans le chaos galactique avec Warhammer 40 000. Space Marine 2. Dans cette vidéo, je vous ai fait découvrir pourquoi ce jeu est un véritable chef-d'œuvre du bourrinage stratégique. Entre batailles épiques contre les tyrannides, le gameplay brutal et immersif, et un univers aussi sombre qu'épique. Space Marine 2 est le jeu que tout fan de l'Imperium doit absolument essayer. Préparez-vous à enfiler votre armure énergétique et à défendre l'honneur de l'Empereur dans cette expérience inoubliable. J'espère que le test vous aura plu, c'est plus une preview vraiment pour voir un peu à quoi le jeu ressemble. Là je le débute, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pouce bleu et éventuellement je ferai vraiment mon avis un peu plus en profondeur. N'hésite pas à t'abonner, force, à très vite. Imagine que tu te réveilles un matin, pas dans un lit, pas dans un appart, non, tu te réveilles au milieu d'un champ de terre. Tu ne comprends rien, tu lèves la tête et tu réalises que ce que tu prenais pour un arbre était en fait un brin d'herbe. Bienvenue dans Fourmi sur PS5, le jeu qui te rappelle instantanément à quel point tu ne survivrais pas 10 secondes si tu faisais la taille d'un grain de riz. Et aujourd'hui, on va voir si ce jeu mérite d'être le futur Grounded, le Pikmin réaliste ou juste un AAAA. Absolument, affreusement, absurde et anastrophique. Le gameplay c'est une fourmi mais alors en 4K Ray Tracing. Sur PS5 c'est d'abord une claque visuelle. On parle d'un jeu où chaque goutte d'eau ressemble à une boule de cristal, où chaque grain de poussière devient montagne. La PS5 elle souffle comme si elle rendait l'âme. Mais toi tu regardes ton personnage ramasser un morceau de sucre en 120 FPS. Et le gameplay oh boy, tu cours, tu fouilles, tu travailles, tu gagnes ton rang dans la colonie. C'est littéralement le Mounted Blade des insectes. Si vous avez pas vu ma vidéo sur Mounted Blade Bannerlord, un jeu vraiment sous-coté, allez voir. Tu commences en simple soldat, tu te bats contre des araignées qui font la taille d'un chalet suisse, tu protèges ta reine, tu participes à des raids façon RTS en temps réel, et si tout se passe bien, tu deviens la fourmi la plus respectée des 1001 pattes. Tu alternes entre exploration en vue TPS, commande stratégique, gestion de ressources, version minuscule rinderie égale un lingot d'or, combat dynamique où une abeille peut te mettre un one-shot critique de la mort. L'histoire, c'est une épopée d'une fourmi qui voulait juste manger en paix. Le jeu te plonge dans une colonie où rien ne va. Les fourmis rouges envahissent tout, la nourriture disparaît, la reine flippe sa race. Et toi, simple ouvrier, tu te retrouves propulsé au cœur d'une guerre totale entre espèces. C'est du Game of Thrones version fourmi. À un moment, je te jure, t'as une mission où tu dois escorter une larve jusqu'à un abri. Ça m'a plus stressé que certaines missions d'escorte dans Resident Evil 4. C'est vraiment dire. Les combats, c'est Elden Ring mais avec une épée de 2 mm. Tu t'y attends pas mais le jeu arrive à rendre chaque combat intense. Un coccinelle, mini-boss, un scarabée, boss final d'un Dark Souls, une araignée loup, on est au-delà du combat. C'est une bataille psychologique. Le plus surprenant c'est la réactivité. Esquive, attaque rapide, combo. Le tout à une échelle tellement petite que t'as l'impression d'être dans un animé joué par des insectes. Franchement, pour situer le truc, Fourmi c'est comme si Grounded avait fait un bébé avec Pikmin, qui lui-même l'avait trompé avec Mounted Blade, tout en jouant à It Take Two. Bizarre, improbable. Franchement, pourtant, ça fonctionne étrangement bien. Bon, il y a des défauts, parce que même les fourmis ont leurs faiblesses. L'IA, souvent perdue. Voir un allié courir droit vers une araignée, c'est un suicide social et biologique. Quelques bugs. Tu joues un insecte, alors oui, logique qu'il y ait des bugs. Mais pas cela. Parfois, tu passes à travers une feuille. Parfois, une goutte d'eau te tue à travers un mur. Parfois, une abeille traverse le sol comme un missile sous terre. Le début est un peu lent aussi. Mais une fois les missions stratégiques, c'est un vrai feu d'artifice. Vraiment, c'est un jeu minuscule qui voit très grand. Fourmi sur PS5, c'est un mélange totalement fou entre action, survie, stratégie, aventure, une immersion incroyable à l'échelle miniature, un gameplay surprenamment profond, une narration simple mais ultra efficace et une expérience unique que aucun autre jeu ne propose vraiment. C'est le genre de jeu bizarre où tu te dis bon allez une petite mission, et 3 heures plus tard, t'es en train de mener une guerre contre des termites comme si ton pays en dépendait. Vraiment 17 sur 20. C'est une pépite que personne n'attendait. Parce que être minuscule n'a jamais été aussi grandiose. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Ici, comme d'habitude, je vous propose un gameplay brut et mes premières impressions sur les dernières sorties. Et comme toujours, c'est moi, Rumix Live, qui vous parle. Et aujourd'hui, chez GameRanx, on est très occupé. Et on va parler de Clair Obscur Expédition 33, un jeu du tout nouveau studio Stonefall Interactive. C'est un RPG qui s'inspire beaucoup de classiques comme Legend
Legend of Dragon, Persona, Lost Odyssey et évidemment une tonne de Final Fantasy, mais attention, malgré ses inspirations plus qu'évidentes, Expedition 33 propose univers et personnages vraiment uniques et attachants. Pour faire simple, même s'il y a quelques petits défauts, c'est un jeu absolument génial, tout simplement. Une petite équipe qui a vu grand et qui livre une aventure pleine de cœur, de défis et surtout avec une vraie identité propre. Honnêtement, c'est un jeu dont je me souviendrai encore longtemps après l'avoir terminé. Si vous en avez marre des AAA, des suites qui s'essoufflent, des remakes à répétition, ce jeu est clairement votre bouffée d'esprit que je vous recommande chaudement. Votre bouffée d'air frais que je vous recommande chaudement. On sort du sport, c'est compliqué de parler. Petit disclaimer. Il a joué à une version d'évaluation sur PC, et toutes les séquences montrées sont sans spoiler, j'essaye le plus possible, parce que croyez-moi, l'histoire a de sacrés rebondissements. D'ailleurs, parlons un peu de ce scénario. Pour moi, c'est un des meilleurs aspects du jeu. On est plongé dans un monde où les anciens meurent systématiquement année après année, et où chaque nouvelle expédition part tenter de vaincre une force mystérieuse, un peintre maléfique. Dès les premières minutes, on est captivé. Vivre dans un monde sans anciens, se demander si on doit avoir des enfants, rejoindre une expédition, jouer à l'échec, vouer à l'échec. Le jeu propose toutes ces questions avec une mise en scène hyper soignée, des performances d'acteurs incroyables, Andy Serkis, Jennifer English, la voix de Shadow Heart dans Baldur's Gate 3, et Charlie Cox, notre Matt Murdock préféré, et Ben Start. Le gameplay aussi. L'histoire est top, oui, mais c'est un jeu vidéo. Il vous emmène très vite dans toutes sortes d'endroits magiques. Cavernes cristallisées, villes sous-marines englouties, forêts enchantées et même un village peuplé de petits êtres peintres. Le ton est parfait. Sérieux quand il faut, drôle quand il faut, juste ce qu'il faut, sans être lourd. Côté gameplay, c'est du combat au tour par tour, avec une vraie dynamique. Pendant les combats, vous pouvez équiper ou parer les attaques ennemies avec un bon timing pour renverser la situation, mais attention, la difficulté en normal, les timings sont très serrés, surtout contre les boss. Globalement, c'est plus exigeant que ce à quoi je m'attendais, et mes réflexes n'aident pas. Mais si vous aimez le challenge, vous allez adorer. Chaque personnage a ses propres mécaniques, d'autres jouent avec des cartes d'éléments, ou laissent des marques élémentaires sur les ennemis. Et c'est vrai que ça, au tour par tour, à part dans Mario et Luigi, c'est pas un truc qu'on a beaucoup vu, hein. Le gameplay, très simple, mais très profond à maîtriser. Facile à apprendre, compliqué à maîtriser. Franchement, le jeu a fait un super boulot, en introduisant toutes ces nouvelles mécaniques progressivement, sans jamais vous submerger. Niveau exploration, plein de contenus annexes, des sous-boss optionnels, des trésors cachés, des chemins secrets. Rien ne fait remplissage, que du vrai contenu. Par contre, la plateforme est franchement ratée. Les sauts sont mous, les rebords sont capricieux, et c'est vraiment juste frustrant. Et pour rien arranger, il n'y a pas vraiment de cartes dans les zones, ce qui peut rendre l'exploration un petit peu galère. Techniquement, quelques bégaiements, ici et là, merci l'Unreal Engine, mais rien de catastrophique. Le jeu tourne globalement très bien. Pas de crash à signaler particulièrement. Environ 30 à 40 heures pour le finir selon votre façon de jouer. En plus, si vous voulez tout explorer, il y a aussi un nouveau Game Plus, donc une très belle durée de vie, un peu inférieure à notre Baldur's Gate bien aimé où c'est plus de 100 heures, mais bon. Et la musique, oh là là, certainement une des meilleures bandes-sons que j'ai entendues depuis longtemps. Thème principal, certains morceaux inspirés par la culture française, qui sont incroyables, ça vient de chez nous. Je me surprends encore à les fredonner. Alors oui, j'ai adoré ce jeu. C'est une nouvelle licence, pleine de fraîcheur, sans microtransactions, sans excès et au prix honnête de 50 $. En tant que joueur, c'est exactement ce que je veux voir aujourd'hui. Voici mon avis sur Clair Obscur Expedition 33. Comme toujours, je vous donne mes impressions, points forts, points faibles. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous l'avez acheté? Ou est-ce que vous découvrez complètement ce jeu avec ma chaîne? Parlez-en dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Rumix Life. Merci d'avoir regardé. Laissez un petit like si cette vidéo vous a aidé. À très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, laissez couler l'encre. Vous l'avez reconnu, hein, c'est bien inspiré du Before Your Buy de GameRanks, hein, qui est très important. On va bientôt parler de Baldur's Gate 3 aussi. Donc abonne-toi. On en a déjà bien parlé sur cette chaîne et je vais encore en reparler. Donc abonne-toi, pouce bleu pour ne rien rater. Baldur's Gate 3, un RPG monumental qui redéfinit totalement le genre. Quand on pense aux jeux de rôle épiques, on pense souvent à des classiques comme The Witcher ou Skyrim. Mais là, Baldur's Gate 3 va plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeu offre une immersion totale. Chaque décision que tu prends impacte ton aventure. Chaque choix transforme l'univers qui t'entoure. C'est ton histoire, unique, sans chemin tout tracé, et où chaque option a des conséquences. Imagine un RPG où l'interaction avec l'environnement est totale. Tu peux tout faire, et chaque situation offre des solutions infinies. Les combats en tour par tour sont une danse stratégique et un vrai test de créativité. Utiliser le terrain,
lancer des sorts spectaculaires, déployer des tactiques de groupe. Tout est permis et tout est payant. Mais attention, le danger est partout, et chaque décision pourrait être la dernière. Et les personnages, parlons-en, Baldur's Gate 3 nous plonge dans un univers rempli de protagonistes mémorables, chacun avec sa propre histoire, ses propres conflits et ses propres objectifs. Ce n'est pas juste une question de les recruter, tu vas t'attacher, rire, pleurer, et parfois les trahir. Les romances, les amitiés, les alliances, tout est pensé pour te captiver et te faire ressentir chaque émotion. Ce n'est pas pour rien que Baldur's Gate 3 est salué comme le RPG ultime de notre génération. Si vous pensiez connaître le jeu de rôle, préparez-vous à être secoué, à être emporté dans une aventure qui surpasse toutes les attentes. Un monde ouvert, des intrigues profondes et un système de jeu aussi libre que stratégique. Baldur's Gate 3 est un RPG qui enterre complètement la concurrence. Oser? Peut-être, mais à voir l'impact du jeu, difficile de dire le contraire. Est-ce que Spider-Man 2 est une masterclass PS5 ou juste une simple suite? Bienvenue dans ce test sur Spider-Man 2, une suite très attendue, des aventures de Peter Parker et Miles Morales sur PS5. On était extrêmement nombreux à attendre cette suite, vraiment, un jeu qui promettait d'être plus grand, plus spectaculaire, plus intense. Est-ce que c'est vraiment une claque ou une suite qui joue la sécurité? Vous l'avez tous testé il y a presque 2-3 ans, le concept c'était 2 Spider-Man, une seule ville, tu incarnes Peter et Miles dans Spider-Man 2, 2 héros, 2 styles, mais un seul objectif, protéger New York. Un jeu qui permet de switch entre les deux presque instantanément, ce qui apportait une vraie dynamique. Ce gameplay fluide et nerveux, le gameplay reprenait les bases des précédents jeux. Tout est amélioré, le déplacement encore plus rapide, grâce notamment aux ailes de toile. Tu traverses la ville à une vitesse folle et c'est juste grisant. Les combats, un spectacle total. Les combats sont toujours aussi dynamiques, mais plus variés, plus agressifs et surtout beaucoup plus spectaculaires. Chaque personnage a ses propres capacités et ça rend les affrontements beaucoup plus intéressants. Vraiment, la variété, les missions, le jeu propose pas mal de contenu, des missions principales, des activités secondaires, des événements aléatoires. Mais comme souvent, certaines missions sont très répétitives. On reste dans une structure en fait assez classique, malheureusement, d'open world classique. La mise en scène par contre, c'est là que le jeu brille, c'est du grand spectacle. Là clairement, le jeu envoie du lourd. Cinématique incroyable, transition très fluide et certaines scènes dignes d'un film Marvel. C'est du pur spectacle et c'est ce qui me donne envie de le faire. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Malheureusement, vous savez, je travaille à l'usine, je fais un test par jour pour essayer de sortir de l'usine. Donc abonne-toi, pouce bleu, il y a des trucs très lourds qui arrivent sur cette chaîne, notamment la suite de l'aventure sur Kenshi. Les graphismes justement, c'est une vitrine pour la PS5. Vraiment, visuellement c'est impressionnant. Si t'as une petite télé 4K bien sympa qui va avec, vraiment tu devrais kiffer. Techniquement, le jeu est fluide, aucun chargement grâce à la magie de notre belle PS5, chargement quasi inexistant, quelques bugs mineurs, mais vraiment rien de grave. Les défauts, parce qu'évidemment tout n'est pas parfait, il y a une structure open world très classique, des missions secondaires répétitives, peu de prise de risque et une durée de vie correcte mais pas énorme. En vrai, Spider-Man 2 c'est un excellent jeu, si t'as juste envie de te défouler, un gameplay ultra fun, déplacement incroyable, mise en scène spectaculaire, graphisme impressionnant, vraiment c'est un super jeu de la PS5. Par contre il y a très peu d'innovation, une structure déjà vue et un contenu secondaire beaucoup plus qu'inégal. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui, surtout si tu as aimé les précédents, si tu as envie d'un gros blockbuster sur la Play, ça vaut vraiment le coup. Au final, Spider-Man 2 c'est pas une révolution. Mais c'est une suite extrêmement maîtrisée que je conseille plus que le premier, un vrai plaisir à jouer, j'ai très hâte de pouvoir me le faire, donc vraiment fais-moi sortir de l'usine que je t'en parle plus en détail, et ça fait surtout plaisir de voir un jeu un peu comme ça. On n'a pas vu beaucoup de jeux de super-héros, peut-être les Batman, je sais même plus si on les a fait. N'hésitez pas à mettre en tout cas en commentaire les prochains tests que vous voulez voir. Est-ce que vous êtes plutôt Team Peter ou Team Miles? Like, abonne-toi, on se retrouve très vite pour le prochain test. Force à tous, c'était Rumix pour vous servir, ça fait très plaisir de traiter des jeux récents. On a vu tellement de jeux sur cette chaîne que j'adore, donc ça me fait plaisir de voir un jeu un peu plus classique, un peu plus mainstream, je pense faire Black Flag aussi d'Assassin's Creed. Enfin bref, on a vu beaucoup de jeux très perchés sur cette chaîne, Hyper Void, Felvidec, vraiment on a découvert pas mal de jeux vraiment bien, donc n'hésite pas à aller voir, parce qu'il n'y a pas que les jeux on va dire connus dans le monde du jeu vidéo, il y a beaucoup de choses, donc n'hésite pas à aller regarder. En tout cas Spider-Man 2, je pense que c'est une grosse vitrine technologique pour la PS5, un vrai blockbuster du monde du jeu vidéo.
te réveilles dans un jardin, et là tu flippes un peu parce que t'es complètement miniature. L'herbe fait 3 mètres de haut, les fourmis sont organisées comme une armée, et ça c'est impressionnant. Et une araignée vient te regarder comme si t'étais un Kinder Surprise. Bienvenue dans Grounded, le jeu qui transforme ton jardin en film d'horreur. Et maintenant qu'il arrive sur PS5, la vraie question c'est, est-ce que c'est juste un Minecraft avec des insectes ou un des meilleurs survival coop de ces dernières années? Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais version hardcore. Le pitch est simple, 4 ados sont mystérieusement miniaturés et abandonnés dans un jardin scientifique expérimental. Oui, ça rappelle Honey, I Shrunk the Kid, mais ici personne te tient la main. Derrière le côté coloré, Grounded est un vrai jeu de survie. Fin, soie, craft, armure, armes, base, boss. Et surtout des araignées. Beaucoup d'araignées. Le gameplay, survival mais à taille insecte. Si t'as joué à Subnautica, The Forest, Minecraft, tu vas reconnaître la structure. Récolter, crafter, construire, explorer, survivre. Mais Grounded a une idée brillante. Le level design est déjà parfait. Le jardin est une carte unique, dense, ultra cohérente, chaque zone a son biome. La haie, zone d'initiation verticale, l'étang, où qu'on explore actuellement avec mon ami, exploration aquatique, le bac à sable, un enfer brûlant et le laboratoire, mystère scientifique, d'ailleurs dédicace à Quentin avec qui je fais le jeu actuellement. C'est compact mais incroyablement bien pensé. Les combats sous-estimés. On pourrait croire que c'est un jeu de chill. Erreur. Les combats demandent gestion d'endurance, blocage parfait, analyse des patterns. On est souvent plus proche d'un mini Dark Souls que d'un jeu casual. Chaque insecte offre ses résistances, certaines armes sont inefficaces contre certains ennemis et le système encourage la préparation. Quand tu bats ta première araignée louve, tu ressens une vraie montée d'adrénaline. On n'en a toujours pas battu, on en battra peut-être une bientôt. L'histoire plus profonde que prévu. Au départ, on survit juste, mais peu à peu, on va découvrir des laboratoires abandonnés, des expériences ratées, un scientifique mystérieux. Grounded raconte une vraie intrigue science-fi, très léger au début, mais étonnamment captivant. C'est pas un survival bac à sable vide, il y a une progression narrative très claire. Et la construction, c'est là où le jeu explose. Les systèmes modulaires solides, verticalité exploitée, base perchée dans les arbres. Et en coop, je t'explique pas comment c'est addictif. Grounded est clairement pensé pour être joué à plusieurs. En solo, c'est déjà très bon. En coop, c'est excellent. Sur PS5, c'est une bonne surprise. Framerate stable, temps de chargement très rapide. Le confort à la manette très réussi. Le jeu tourne très proprement. Pour une expérience coop canapé online, ça fonctionne généralement très bien. Quelques défauts, le grind est parfois présent. Effectivement, il y a quelques moments où vous allez farmer, vous allez grind pour vous faire une base. Malheureusement, c'est le côté négatif de ce genre de jeu. L'IA inégale sur certains insectes. Le solo, beaucoup plus difficile, plus lent, plus frustrant. Et les débuts un peu lents. C'est pas du tout parfait, mais c'est très cohérent. Et c'est des défauts qui sont plus liés au style de jeu qu'au jeu lui-même. Le jeu en lui-même ne contraint que très peu de défauts. Si vous aimez le grind, certains verront ça limite comme quelque chose de qualitatif. Certains se diront peut-être même qu'il n'y a pas assez de grind. Quand on aime vraiment un jeu, ça peut arriver de se le dire. C'est assez rare maintenant, on connaît les jeux vidéo, mais quand même. Ce qui rend Grounded unique, c'est que c'est pas juste un survival. C'est un jeu qui transforme le banal en épique. Une goutte d'eau devient une menace, une fourmi, un boss, un pissenlit, un parachute. C'est ce sens de l'échelle qui fait toute la différence. Et surtout, le monde ne paraît pas jamais généré aléatoirement. Le monde paraît réel, tout simplement. Grounded coche toutes les cases. Moment drôle en coop, araignée terrifiante, base impressionnante, clip satisfaisant et découverte surprenante. C'est un des jeux parfaits pour raconter une aventure. Grounded, c'est pas juste chérie, j'ai rétréci les ados. C'est un survival intelligent, une coop extrêmement solide et un monde miniature beaucoup plus crédible que beaucoup d'open world géants. C'est pas le plus ambitieux visuellement, même s'il est très beau. C'est loin d'être le plus révolutionnaire, mais tout ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. C'est un des survivals les plus cohérents et surtout les plus fun. C'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo. C'est un des jeux les plus fun de ces dernières années. Parfois, il suffit juste de changer d'échelle pour voir le monde autrement. Grounded, c'est un excellent jeu. Honnêtement, en solo, je pense que je l'aurais apprécié. Je l'apprécie encore plus en le faisant avec mon ami, mais c'est vraiment un excellent jeu en tout point. Franchement, foncez. Il y a beaucoup de qualité. Après, faut aimer les jeux de construction, les jeux de craft. Mais si vous appréciez ce genre de jeu, type Subnautica, mais sur Terre, on va dire globalement, vous risquez d'apprécier. Franchement,
C'est pas mal. Abonne-toi, pouce bleu, c'était Remix Live, plus de 1000 tests sur la chaîne. Tu sais, il y a des jeux qui te prennent pas par la main, pas de tutoriel qui t'explique comment tenir une épée, pas de PNJ qui t'appelle « s'il te plaît l'élu, viens sauver le monde ». Non, Bannerlord te regarde droit dans les yeux, souffle froid et te dit « t'es personne, débrouille-toi ». Et c'est là que tout commence, c'est l'ascension du rien. Tu spawns avec 3 bouts de tissu, un cheval boiteux, un rêve complètement stupide, devenir roi. Oui, littéralement roi, comme Simba. Pas héros, pas mercenaire, roi. Le genre de truc dans la vraie vie, tu arriveras pas. T'as 999% de chance de pas réussir. Mais là, on parle de Calradia. Un jeu où tout est possible tant que t'es prêt à saigner, brûler, perdre, recommencer, retourner, saigner. L'histoire, ton histoire, et c'est là la première magie de Bannerlord. Y a pas d'histoire. C'est toi l'histoire. Tu veux devenir le chef d'une tribu de pillards Kuzaït? Tu peux. Tu veux devenir le marchand pacifiste et dominer l'économie? Oui, c'est totalement variable. Tu veux capturer les rois, détruire des empires, faire tomber des nations entières? C'est sympa seulement possible, c'est encouragé. C'est un jeu bac à sable médiéval, où chaque action laisse une trace sur le monde, et ce gameplay, surtout sur PS5. Soyons honnêtes, la version PC qui existe depuis 1843, la version PS5 arrive avec quelques compromis, mais c'est enfin jouable confortablement dans son salon, les batailles massives qui tiennent la route, les sièges toujours aussi épiques, même si parfois l'IA a un peu l'intelligence d'un pigeon dépressif. L'interface, toujours bon. C'est comme essayer de faire du jogging avec des patates chaudes. Faut s'habituer, mais le plaisir est vraiment là. Changer avec ta cavalerie dans une armée en criant IRL, ça n'a vraiment pas de prix. Et parlons de ces combats. On sent le poids, la vitesse, on sent quand tu rates. C'est pas un hack and slash un peu bête. C'est un duel technique, timing, lecture du mouvement. Tu peux perdre contre un paysan. Et ça fait mal dans ton âme. Ce monde vivant, impitoyable et sans pitié. Comparé à Skyrim, ici t'es pas le héros. Comparé à Total War, t'es sur le champ de bataille, t'es pas derrière une caméra. Et comparé à Kingdom comme Deliverance, ici tu construis une dynastie. Le monde existe sans toi, et ça c'est assez impressionnant. Les nobles s'allient, se trahissent, se marient, prennent des forteresses, perdent des guerres. Tu peux littéralement rater un moment historique si tu n'es pas là. Et ça donne l'impression d'être un grain de poussière dans une tempête d'acier. Jusqu'au jour où c'est toi la tempête. Le moment cinématique, c'est le déclic. C'est tu viens de ton cheval boiteux du début, maintenant tu chevauches à la tête de 100 cavaliers bardés d'acier. Ta bannière flotte au vent, tu hurles ton ordre, chargé, et la terre tremble. À ce moment-là, tu te dis, ok, je suis peut-être devenu quelqu'un. Bon, faut que je te parle quand même un peu de ses défauts, parce que c'est important. Il y a cette IA un petit peu stupide. Le grind, qui peut être long, très long le grind, je te jure. La politique du royaume, c'est comprendre un tableur Excel, mais en latin. Mais si tu restes, si tu apprends, si tu observes, ce jeu va finir par récompenser chaque effort comme aucun autre. Conclusion, pour qui est ce jeu? Si tu veux être nourri à la cuillère, ce jeu n'est pas pour toi. Si tu veux de l'action immédiate, passe ton chemin. Si tu veux construire, ressentir, grandir, perdre, recommencer, dominer, alors bienvenue parmi nous, Calradia t'attend. Franchement, c'est vraiment très très cool. J'ai découvert ce jeu grâce à Okai, et au même titre que j'ai découvert Kenshi grâce à lui et que vous avez adoré Kenshi sur ma chaîne, et bah Fear and Hunger, vous avez aussi adoré, dédicace à tous ceux qui me suivent pour Fear and Hunger en ce moment, et du coup Moonteblade Bannerlord 2, c'est incroyable. Je ferai peut-être des vidéos de ma partie quand elle aura avancé. Force à tous, je suis fatigué. N'hésitez pas à mettre le prochain jeu que vous voulez voir en commentaire, sachant qu'on a déjà vu plus de 600 jeux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les regarder, il y a tout, hein, du jeu rétro, du MMORPG, du très récent, du pas encore sorti, donc allez voir tout ça. Merci à tous de me suivre depuis aussi longtemps, à très vite. Bon, au début, je me suis dit, encore un énième clone de Pokémon, mais avec des flingues. Et là, bam, 15 heures de jeu plus tard, je suis en train de kidnapper des pales pour les foutre à l'usine. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Palworld. C'est pas juste un Pokémon avec des flingues. C'est un simulateur de dystopie où les lois et l'éthique sont mortes et enterrées. Vous voulez construire une usine où des pauvres créatures bossent H24 sans pause sous la menace d'un fusil à pompe? C'est possible. Vous voulez capturer un pal, l'élever, le revendre, le bouffer? Possible. Et le pire, c'est incroyablement fun. Un monde où tout est possible et illégal. Gun, explosion, trafic de pales. Dans Palworld, tout tourne autour de ces pales, ces petites bestioles aux allures de Pokémon sous stéroïdes, mais contrairement aux créatures de Nintendo, ici on se contente pas de les capturer.
On leur file des armes à feu, on les met au travail forcé, on les envoie se battre contre d'autres gangs armés, et plus rien ne va, on les mange. Vous pensiez que la Team Rocket était cruelle? Ici, c'est carrément un cartel de la souffrance. En solo ou en multi, survie, guerre de clans. Vous devez construire votre empire, affronter des factions ennemies. C'est un mélange entre Ark, Rust et Pokémon, avec une dose de GTA si vous avez l'âme d'un vrai criminel. Seul problème, les pals ne pardonnent pas. Si vous les maltraitez trop, certains peuvent tenter de s'échapper, voire de se rebeller. Oui, un pal révolutionnaire peut foutre le feu à votre base pendant que vous dormez. Justice karmique dans toute sa splendeur. Conclusion, c'est un jeu à tester, avant que la justice internationale se décide de l'interdire. Palworld, c'est un ovni absolu, un mélange improbable, qui a réussi à être aussi addictif qu'hilarant. Ce jeu va sûrement se faire attaquer en justice par Nintendo, par Greenpeace et par l'ONU en même temps. Mais en attendant, foncez, jouez-y. Alors, êtes-vous vraiment prêt à rejoindre le dark side de l'élevage de monde? Et si Pokémon se passait dans un univers où les Pokéballs étaient remplis de balles réelles? Palworld explose tout, et on va voir pourquoi ce jeu est aussi génial que moralement discutable. Attachez vos ceintures, ça va tirer dans tous les sens. J'adore City Skyline, qui est souvent considéré comme le vrai successeur de SimCity. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur city builder? Dans ce test complet, je vais te donner mon avis sur le jeu après plusieurs heures de jeu. Gameplay, gestion, trafic, contenu, et aussi sa version console. Est-ce que c'est ultra réaliste ou est-ce que c'est prise de tête? Est-ce que c'est meilleur que SimCity? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Entre liberté totale, gestion complexe, ville gigantesque, City Skyline est une référence, mais pas forcément pour tout le monde. On va voir ça tout de suite. Moi j'adore personnellement City Skyline, Bienvenue dans mon test. Sorti en 2015, ce jeu est devenu rapidement une référence du City Builder, au point de faire oublier SimCity pour beaucoup de joueurs, mais on reparlera de SimCity dans des prochaines vidéos. Donc abonne-toi. Mais est-ce que c'est vraiment mérité? Et surtout, est-ce que le jeu vaut encore aujourd'hui le coup, notamment sur console? Le concept, c'est de créer ta ville de A à Z, un city builder pur en réalité. Tu pars d'un terrain vide dans City Skyline et tu construis une ville, route, quartier, service public, transport, économie, tu gères absolument tout. Et très vite, tu te rends compte que c'est pas juste un jeu de construction, c'est un jeu extrêmement complet, un gameplay ultra complet mais exigeant. Le gameplay est la grande force du jeu, tu dois gérer trafic, électricité, eau, déchets, impôts, le bonheur des habitants, et tout est lié. Si ton trafic est mauvais, ta ville s'effondre. Et si les services sont mal placés, les citoyens se plaignent. C'est un jeu où chaque décision compte. La gestion du trafic, justement, c'est le vrai boss du jeu. S'il y a bien un truc qui va te rendre fou, c'est le trafic. Créer des routes, des intersections, optimiser les flux, c'est un casse-tête permanent. C'est là que le jeu devient vraiment addictif. Tu veux toujours améliorer ta ville, toujours corriger tes erreurs. Le jeu offre une liberté énorme. Tu peux construire la ville que tu veux, une métropole très moderne, une ville écologique ou un chaos total. Et avec les DLC et les mods, surtout sur PC, ce contenu devient gigantesque. J'ai vu des gens mettre des KFC et des choses complètement folles. City Skyline est aussi sorti sur console. Pour moi, c'est une bonne surprise parce que franchement, c'est une bonne adaptation. Contrôle à la manette bien pensé, interface adaptée. Forcément, il y a quelques limites, moins de mods, des performances en baisse sur les grandes villes et une gestion moins précise forcément qu'à la souris, mais ça reste plus que jouable et même impressionnant pour un jeu de ce type sur console. Visuellement, c'est propre, pas révolutionnaire mais c'est très efficace. Les villes prennent vraiment vie, ton trafic est crédible, ta ville évoluée, c'est très satisfaisant de la voir, donc franchement c'est top. Musique discrète, relaxante, parfait pour un jeu de gestion. Tu peux passer des heures dessus sans t'en rendre compte. Évidemment, tout n'est pas parfait, la courbe d'apprentissage est très élevée, l'interface, parfois complexe, des performances limitées sur une console, et ça peut devenir très chronophage. Clairement, c'est pas un jeu pour tout le monde. Mais bon, City Skyline, pour moi, c'est une référence, un gameplay ultra complet, une liberté énorme, très addictif, une excellente simulation, donc franchement, c'est très cool. Par contre, il est aussi complexe au début, moins optimal sur console, et il demande beaucoup de temps. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, sans hésiter, si tu aimes la gestion et la création. Au final, City Skyline, c'est probablement l'un des meilleurs city builders jamais créés. Il te demande juste de l'investissement. Et toi, ta ville, elle fonctionne ou c'est un enfer de trafic? Dis-le moi en commentaire. Personnellement, toutes les villes que j'ai pu faire sur City Skyline ont toujours fini par s'effondrer. J'ai pas réussi à atteindre la méta
d'une ville parfaite, hein, comme j'ai réussi à le faire sur les Jurassic World là, où j'avais réussi à faire un zoo qui rapportait pas mal d'argent. J'ai pas encore réussi à faire une ville complètement autonome qui rapporte pas mal de sous, mais ça ne serait tardé hein, si vous vous abonnez en masse à mes tests. Je vais avoir un peu de temps pour jouer et j'hésiterai pas à vous en faire une vidéo. Pour l'instant je suis bloqué à l'usine, donc abonne-toi pouce bleu pour que j'en sorte, like, abonne-toi et on se retrouve dans le prochain test. N'hésite pas à mettre hein, si t'as un jeu que tu veux voir en commentaire, on les a presque tous faits sur cette chaîne.